des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je vous emmène aujourd'hui du côté d'Avignon à la rencontre de Jessica, une athlète et coach à l'accent chantant qu'on ne présente plus. Nous parlerons plus particulièrement dans cet épisode de gymnastique dans le CrossFit, mais également de sujets plus vastes tels que l'importance du mindset à l'entraînement comme en compétition, ou encore l'influence des réseaux sociaux sur les athlètes et surtout sur le public féminin. Écoute, salut Jessica, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode du podcast. Et écoute, pour bien commencer, je vais te demander si tu veux bien te présenter. Oui, écoute, salut à tous. Merci de m'avoir invitée. Je trouve ça super sympa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica, je viens du sud de la France, j'ai 35 ans. Je fais du CrossFit depuis plus de 6 ans maintenant, bientôt 7. Je suis, on va dire, coach, athlète, je touche un peu à tout, mais voilà, grosso modo, maintenant j'ai ouvert une société qui consiste à coacher des gens à distance, en ligne, en séminaire, en événement, et je continue à m'entraîner dans le milieu du CrossFit. Voilà. Ok, parfait. Écoute, moi je te suis depuis un petit moment, donc pour ceux qui le font également, on a vu que tu avais eu plusieurs vies, entre guillemets, ces dernières années, comme beaucoup de monde. Du coup, quels sont tes projets là, à court moyen terme ? Alors, par rapport au projet, c'est vrai que comme tout le monde, ça a été un petit peu chamboulé par rapport à tout ce début d'année par rapport au Covid. Mais grosso modo, moi, j'avais commencé, on va dire, la préparation pour les qualifications pour les CrossFit Games en catégorie master. Donc, je les ai passées, donc c'était juste avant le Covid. Ça s'est terminé le jour quand on a dû tous rentrer en confinement. Et suite à ça, tout a été un petit peu chamboulé puisque les compétitions ont été annulées, les qualifs aussi. Et moi, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas été qualifiée. Je crois que j'ai fini 32e mondial. Ils en prenaient que 10. Et mes projets étaient de faire. J'avais envisagé 3 grosses compètes cette année, dont les French. Mais du coup, tout a été modifié et en plus j'ai pas eu de bol puisqu'en sortant du confinement je me suis blessée à la cheville, donc à vrai dire en termes de projet à court terme et à moyen terme c'est un petit peu chamboulé. Là pour le moment je me consacre à la récupération de ma cheville, donc retour de blessure, j'emménage, donc je fais des travaux chez moi, j'essaie de toujours continuer à m'entraîner parce que je me dis qu'à la rentrée tout va plus ou moins redevenir à la normale et je vais pouvoir, on va dire, relancer des nouveaux projets. Mais là, pour le moment, j'essaie de me concentrer sur mes projets un peu plus personnels, qui est voilà, d'arriver dans le sud de la France, de m'installer, de continuer à bouger. Mais pour le moment, je pense qu'à moi. Écoute, t'as bien raison, faut savoir être égoïste dans le bon sens du terme, je pense. Yes. Surtout dans des périodes un peu troublées comme celle-ci. Exactement. J'ai pas voulu précipiter les choses parce que je vois qu'il y a tout qui commence à être relancé. Tu sais, des dates de qualif, des dates de compétition, des projets. Il va y avoir les Open, des choses comme ça. Et moi, je préfère prendre les choses jour après jour parce que vu que j'ai quand même cumulé, on va dire, 2 blessures, je me dis, bon, est-ce qu'on m'envoie pas des signes pour me dire allô, allô, il faut ralentir la cadence. Et vu que je suis quelqu'un qui me met quand même beaucoup la pression, et qui me donne beaucoup de deadlines, j'ai décidé de refuser justement de me mettre des deadlines et de vraiment voir les choses qui vont se dérouler en fait au fur et à mesure. Même si je garde une ligne de conduite qui est de continuer à m'entraîner déjà pour mon plaisir avant tout et de garder en tête que je suis une compétitrice et que quoi qu'il en soit, je vais retoucher à la compétition maintenant. Où, quand, comment et quel format, je n'en sais rien. Non, mais t'as raison, puis je pense qu'il faut reprendre progressivement parce que c'est vrai que tu sors de 2-3 mois quasiment de confinement ou en tout cas d'entraînement très adapté. Alors même si tu peux continuer à t'entraîner chez toi, te dire que là, ça y est, on est déconfiné, il y a compète dans 1 mois et demi, 2 mois où les qualifs recommencent, c'est hyper court pour être en forme, quoi. Ouais. Même pour quelqu'un qui a quand même continué à bouger. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que j'ai eu
tu sais, on m'a demandé de participer, même si c'est des petites compètes, mais tu sais, j'ai eu des propositions à droite et à gauche et d'un commun accord, même avec mon coach, on s'est dit que c'est absolument pas le moment, même si c'est pour le fun, je me sens pas de... Voilà, moi, j'ai pas touché une barre de gym depuis 3 mois. Même si je suis gymnaste, franchement, je suis retournée dans une box il y a 2 jours et j'ai eu super peur de toucher les anneaux, tu vois. C'est très bête, Hmm. mais je me suis dit, bah dis donc, waouh, ça fait 6 ans que tu fais des anneaux. Déjà, tu as mis un temps pour y accéder et à réussir certaines choses sur ces anneaux. Et là, j'ai l'impression de repartir à zéro, quoi. Donc, je me dis, ça sert à rien de partir, même si j'ai envie de retrouver les compètes, de retrouver les copains, de retrouver l'adrénaline. J'ai aucun intérêt à me remettre dans le rouge et à me mettre un peu de pression comme ça, alors que, comme tu dis, on a eu le confinement et ça a été tellement inédit comme événement que tout est chamboulé et je peux pas me permettre. En fait, j'ai plus 20 ans, donc je peux pas me permettre de faire la folle. Non, bah, tu sais, je pense que même pour quelqu'un qui a 20 ans, Mm. justement, arriver à se projeter un peu plus à moyen terme ou à long terme dans sa performance et savoir que perdre un mois ou deux à l'instant T pour éviter des blessures qui vont t'handicaper après pendant 3 mois, bon, ben, déjà, le calcul est plus intéressant, quoi. Ouais, tu as raison. C'est Mais pour ça que je me dis, bon, et je suis persuadée qu'il y a des choses qui vont arriver pour tout le monde, parce que voilà, c'est une période qui est très, on va dire, pas, j'ai pas envie de dire négative, mais elle est très enrichissante cette période, mais on la vit tous différemment, mais elle est quand même très difficile à gérer. Mais je suis persuadée qu'il y a des belles choses qui vont arriver et je me dis, voilà, chaque chose en son temps. Mm. Non, mais carrément, hein. C'est clair que c'est vachement anxiogène. Et je pense que du coup, à l'inverse, les gens, ils sont tellement contents de retrouver maintenant la communauté Mm. et les bons côtés de la communauté, revoir du monde, s'amuser, faire des trucs ensemble. Donc c'est sûr que les prochains événements, à l'inverse, même s'ils existaient déjà, ils vont Mm. être un cran au-dessus, je pense, parce qu'il y aura vraiment, tu sais, conscience de la chance qu'on a de pouvoir vivre ça, quoi. Ouais, mais tu as raison, c'est vrai que même moi, je me suis dit, comme tu dis, il y a des choses qui vont évoluer, dans les événements qu'on va nous proposer et ça sera que du bon, parce qu'on se languit tous de retrouver, ce parquet au-delà de la performance, au-delà du résultat, franchement, même moi, je me suis dit: «Bah, c'est là que je me rends compte que oui, j'adore la compète», alors que j'ai toujours été, hem en me disant: «Oh là là, là là, j'ai compétition, un coup de stress, il faut se préparer, il faut bien se reposer, il faut bien manger, il faut bien récupérer, il faut bien s'étirer, il faut bien s'entraîner, il faut bien se concentrer». Tu sais, tout ce stress quand même si c'était aussi positif que autant positif que négatif, bah, au final, je me dis: «Bah, voilà, ça fait quasiment 1 an que j'ai pas fait de compète, ça me manque vraiment». Mais ce qui me manque, Mm. c'est les bons côtés. Ah bah, c'est clair. Mais je pense que, alors pour toi, pour le coup, on en avait discuté aussi avec Tina, parce que c'est quelque chose qu'elle a ressenti aussi. Euh, pour faire simple, je pense qu'il faut différencier les athlètes dans les box voilà, qui bossent toute la journée, qui font de la compète, on va dire, récréative, ce qui n'empêche pas de s'entraîner sérieusement, d'avoir des objectifs, et c'est pas parce que c'est un plus petit niveau que c'est pas difficile et qu'il n'y a pas de prépa derrière. Et après, tu as les athlètes qui sont quand même à plus haut niveau, qui font des compètes, voilà, des sanctionnales, ou à l'époque qui ont fait les regionals ou des trucs comme ça, où là, effectivement, ta vie, elle tourne beaucoup plus autour de ça que la normale, on va dire, et du coup, la charge mentale que ça représente, elle est beaucoup plus importante. Et je trouve que tant que t'as pas vécu ça, tu peux rêver du haut niveau parce que tout le monde a envie d'être à haut niveau, c'est quand même sexy, quoi. Mais tant que tu l'as pas vécu, t'as pas conscience de ce que tu vas réellement prendre, hein, parce que je crois que c'est Raphaël Puech justement qui expliquait ça. Quand tu fais de la compétition, tu t'es plus dans le sport loisir, donc en fait, t'es plus dans une démarche où tu fais du bien à ton corps. Tu sais qu'à partir du moment où tu fais de la compétition et du haut niveau, tu détériores en gros ton corps, quoi. Faut pas se mentir, puisque tu lui imposes des choses qui sont, Pas même normal. si elles sont bien exécutées, c'est des volumes qui sont, voilà, Mmh. c'est donc il y a entre la compète à petit niveau où tu retrouves les copains et la compète à haut niveau où vraiment tu prends tarif à l'entraînement pendant des mois, c'est Mmh. sûr que le plaisir est pas exactement le même, quoi. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça a été, ça a toujours, c'est toujours le débat un peu dans le CrossFit de la compète, on va dire entre guillemets haut niveau et la compétition loisir, où j'explique aux gens parce qu'il y en a toujours qui me disent mais comment tu fais, comment tu arrives à ça, comment tu arrives à accéder à ces compètes, moi aussi, et comme je dis, je suis plus du tout dans la catégorie loisir où je me fais un kiff.
je fais du mal à mon corps, j'ai énormément de concessions, je fais beaucoup de sacrifices. Pour moi, c'est un métier, c'est un mindset, tu vois, c'est travailler autant le physique que le mental. C'est hyper enrichissant, mais ça demande tellement de discipline. Et je suis pas sûre que tout le monde ait envie d'y accéder, parce que même si tout le monde veut toucher un petit peu ce haut niveau, des fois, je dis aux gens, réfléchis bien, parce que moi, je suis tombée là-dedans parce que je suis ça, en fait. C'est pas j'ai envie de ça, c'est je suis ça. Mais il faut bien réfléchir, parce qu'une fois qu'on se lance dedans, eh ben, honnêtement, on y laisse des plumes. On y laisse des plumes parce que on se blesse. Il y a pas, on peut se blesser, on se blesse. On fait tellement de concessions on néglige aussi la partie un petit peu sociale et familiale et les amis, les petits plaisirs de la vie. Donc il faut quand même avoir les épaules solides, il faut être super bien entouré. Et puis il y a une charge en termes de discipline à avoir qui n'est pas du tout, je pense, accessible à tous. C'est pas tout le monde qui arrive à. C'est pas uniquement se mettre dans le rouge à l'entraînement, hein, c'est pas ça. Moi, j'ai connu la discipline quand j'étais à Paris, ou quand j'avais un objectif en tête, 6h du matin, j'étais debout. Tous les soirs, je mangeais mes haricots verts. À 6h30 du matin, je squattais lourd. Enfin, tu vois, une espèce de discipline que pas beaucoup ont, en fait. Donc, ça fait Non, réfléchir tout ça. c'est sûr. C'est sûr, c'est pas facile. Encore une fois, Raph de l'atelier Fit, là, il expliquait que lui, justement, quand il avait ce genre de demande, il refuse pas forcément, puisque tu as des gens qui sont vraiment partants pour faire ce genre de choses et qui s'impliquent à fond, et ça vaut le coup en tant que coach de les accompagner. Mais il disait qu'il faisait un espèce de contrat. Et en fait, en gros, pour simplifier, que ce soit à l'oral ou sur le papier, hein, peu importe au final, il t'indique tout ce que ça va coûter. Oui. Et effectivement, il te dit, ça va coûter de dormir 8 heures par nuit, ça va coûter de te coucher avant 22 heures tous les jours, ça va coûter de ne pas boire d'alcool ou très peu, ça va coûter de t'entraîner autant, ça va... Et effectivement, tu as des gens, je pense, c'est une très bonne démarche, moi j'ai trouvé, parce que je me suis dit, si tu l'entends énumérer ses points et que tu te dis que tu es au 3e et que déjà il y en a, c'est trop pour toi, voilà. Tu sais que tu peux faire la compète, mais tu prends les compètes proches de chez toi, que tu vas faire avec tes potes, c'est bon délire. Tu vas quand même avoir des bons pics d'adrénaline et ça va suffire à vraiment te faire passer un super moment et à te mettre dans le rouge aussi. Mais par contre, si tu veux passer dans une autre dimension, voilà, tu as la liste des prérequis et s'il en manque un, ça va pas le faire, quoi. Exactement. J'en ai beaucoup. Alors c'est marrant parce que je me suis entraînée avec un ami l'année dernière quand je vivais encore à Marseille, qui voulait un petit peu toucher. Alors il parlait pas de haut niveau, mais voilà, il me disait je sens que je peux faire de la compétition, je sens que j'ai de la force, je sens que j'ai des qualités, que j'ai des capacités. Et moi je lui disais mais oui, il y a aucun problème, on va voir si t'as le mindset, quoi. Et en fait il a commencé un petit peu à s'entraîner avec moi, et un jour il arrive et puis il me suit, il me dit je peux m'entraîner avec toi. Et moi je faisais que de l'accessory, mais que des trucs de renfort. Par exemple, c'était tout ce qui était scapulaire au niveau des épaules, tu sais, au niveau des rotateurs. Et en fait, il me regarde, il me dit, oh my God, il me dit en anglais, il me dit, mais c'est boring ce que tu fais. Il me dit, c'est trop ennuyant, quoi. Et j'ai dit, welcome to my world. Bienvenue dans mon monde. Maintenant, ma semaine, elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. C'est 70% de prise en charge de haut niveau de mon corps en termes de préparation, d'échauffement, de mobilité, de récupération. L'entraînement, c'est que du famous, quoi. Tu vois, c'est que ce que tu postes sur les réseaux. J'ai dit, mais effectivement, si tu veux toucher à ça, il va falloir que tu te prépares psychologiquement et physiquement à te mettre en place et en condition pour toucher à ces compètes et pour éviter d'être frustré ou te blesser, quoi, dans l'avenir. Et du coup, tu vois, il a abandonné. Ouais, non, mais c'est clair que c'est hyper compliqué. Et puis, il y a ce côté, comme tu disais, des réseaux. Tu vois, moi, je le vois aussi à titre perso. C'est vrai que tu as des gens qui publient beaucoup. Déjà, ils publient évidemment que ce qui est réussi, hein, parce que c'est bête, mais moi, des fois, je sais très bien que réussi, peut-être qu'il y en avait 3 de ratés avant. Exactement. Donc, c'est con, mais tu te mets à flipper, mais tu te dis, mais ça, en compétition, ça n'arrivera jamais parce que c'est pas assez précis. Donc, des fois, ça va passer, des fois, ça va pas passer. Donc, mets-toi en tant que concurrente, tu vois ça, tu te mets à stresser immédiatement. Tu te dis, putain, je suis à la ramasse, il faut que je me bouge le cul. Alors qu'en fait, t'en es pas à ce point-là en réalité. Et puis surtout, maintenant, t'as dû vivre ça aussi, mais d'expérience. J'ai vu beaucoup de gens publier énormément, être à bon niveau, faire peur, hein, dans un sens, il faut dire les choses comme elles sont. Et 2 ans après, ils font plus ça. Ah oui, j'en ai vu plein, moi. Soit parce qu'en fait, ils ont cramé toutes leurs cartouches beaucoup trop vite.
Enfin, moi, j'en vois des fois, je me dis: «Putain, ils gèrent pas du tout la planification, quoi». C'est toujours lourd, tout le temps, c'est PR sur PR et cetera, mais un jour, ben, on a mal au dos, on a mal aux genoux, on a mal à enfin, tu vois, que sais-je, quoi et là, c'est cramé et du coup, les gens, ils arrêtent ou ils font autre chose, quoi. Je trouve que ce qui est dur, c'est d'avoir toute cette démarche-là, d'y arriver et en plus de durer, quoi. Mmh. Ouais, pour moi, c'est là toute la beauté, en fait, du sport. J'en connais tellement qui sont tellement forts, mais qui brillent 1, 2 ou 3 ans. Mais pour moi, le Graal, c'est vraiment de se dire, est-ce que tu seras encore là dans 10 ans, quoi? Est-ce que tu seras toujours autant motivé, passionné? Heu, ouais, enfin, ça, je trouve ça génial. Et pour moi, ça, une autre dimension encore. Pour moi, ça, c'est vraiment, c'est le sportif, c'est le compétiteur, c'est le passionné, et même si, comme voilà, il y a pas forcément derrière le haut niveau, mais la personne, elle est toujours là, elle croit toujours au process. Pour moi, ça, c'est un vrai mindset, c'est vraiment quelque chose que je vise, parce que moi, enfin, ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent un peu mon parcours, ils savent que j'atteindrai jamais, moi, le haut niveau, mais genre vraiment, tu sais, le top du top. J'ai jamais été première française, j'ai jamais été, voilà, j'ai jamais été dans le top du top, mais je suis toujours là. C'est toujours ce que je me dis, bah moi, en fait, je suis toujours là, malgré plein de choses, malgré des bobos, malgré une vie un peu différente, malgré le fait que j'ai pas touché le haut niveau. C'est beaucoup, j'ai tellement travaillé, c'est un peu, tu vois, le message, se dire, ben voilà, moi j'y suis arrivée, donc tu peux le faire, mais on y va, quoi. Tu prends comme on dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon, quoi. Ouais, puis après, on l'a déjà tous vu, hein. Quand t'es compétiteur sur tout et n'importe quoi, hein. Enfin, moi, je pense à ça parce qu'en ce moment, je joue à la bataille navale sur mon téléphone avec des amis. Ça me rend trop dingue quand je perds, hein. Ça Ouais, m'énerve c'est vrai. et je pense que enfin, c'est un exemple un peu à la con, mais tu as ça tout le temps, quoi. Mm, Enfin, moi, j'arrive pas à faire une activité sportive sans objectif. mm. Même si c'est très ponctuel, hein. Tu vois, enfin, je sais pas, on va faire de l'acrobranche, et tu vois, je me dis: «Bon, ben, il faut que je fasse la tyrolienne la plus difficile», tu vois? Parce que je suis pas un petit pain, quoi. Mais c'est rigolo parce que en fait, effectivement, tu as raison, c'est quasiment des traits de personnalité. Tu l'as, ou tu l'as pas et après tu as peut-être ce truc en plus de dire: «Bon, ben, déjà j'ai ça, j'ai cette envie, j'ai ce besoin, tu vois, de toujours me dépasser même si c'est que pour moi» et après aussi d'avoir cette rigueur ou cette personnalité un peu perfectionniste de se dire: «Bon, voilà, je veux gagner, mais c'est pas je veux gagner par ego parce que je veux être le meilleur. Mm. C'est que je veux gagner et que je sais que je vais commencer en bas de l'échelle ou avec quelques facilités, aller au mieux, mais qu'après je vais m'arracher pendant des mois parce que je veux vraiment ça, quoi». Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Mais puis tu sais, il y en a beaucoup qui ont énormément de potentiel, qui peuvent faire très très peur. Mais si ça ne suit pas derrière au niveau de la tronche, comme on dit, euh, moi maintenant j'arrive à les repérer, tu vois. Et ben finalement, ces gens, ils me font pas du tout peur. Ils peuvent avoir des grosses barres, ils peuvent avoir des choses irréprochables sur une discipline, ils peuvent être tellement performants à l'entraînement, et puis tu les vois en compète. Et ben ils n'arrivent pas à tenir. Et puis surtout que le crossfit, tu sais comment c'est tellement intense et c'est tellement long. La compète, elle dure maintenant 3 jours. Tu en as, ils sont tellement performants sur, allez, il y a 8 WOD, et sur 3-4 WOD, ils vont tout arracher, et puis après, ils explosent, quoi. Ils explosent ou ils perdent, voilà, la tête, elle lâche, et ça maintenant, moi, j'arrive à le voir, et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'à chaque fois, je me dis, bah, dis donc, il y en a, ils sont tellement plus forts que moi, et des fois, j'arrive à les rattraper juste parce que, bah, il y a le moment dans la compète où c'est le cerveau qui prend le relais, parce que, bah, clairement, je suis désolée, mais à tout le monde, milieu de compète, t'as plus de corps. T'as Mmh. plus envie, t'as mal de partout, tu te demandes, et puis d'un coup, t'as un max qui sort, tu te dis, mais comment c'est possible, je vais pas pouvoir soulever la barre. Et il y a ceux, voilà, qui vont passer cette barrière, et moi, je trouve ça dingue. C'est ça que j'adore, quoi. Et on le voit de suite sur les athlètes, quoi. Mathilda, elle m'avait parlé de ça aussi justement. Elle m'avait dit, il y a un stade où de toute façon, à peu de choses près, quand tu arrives en compète, allez, j'en sais rien, les 10 premières, elles ont le même niveau, physiquement. Oui. C'est les mêmes. Alors tu as des petits voilà, tu as des spécificités, tu en as qui sont plus sur les barres, d'autres plus sur la gym, et Mm. encore, ça dépend du niveau de compète, hein, parce qu'à un certain niveau de compète, tout le monde est bon partout, quoi. Mm. Mais que la différence, elle se fait vachement sur le mental et sur, peut-être même «l'intelligence» entre guillemets qu'on va avoir sur la Mm. stratégie. Est-ce qu'on va réussir à adapter? Ou alors est-ce qu'on va avec l'adrénaline, on va suivre la nana d'à côté, mais qu'elle va te faire exploser, quoi, Mm. simplement parce qu'elle va pas gérer comme toi? Et je pense que c'est très flagrant pour ceux qui font pas de compète, mais qui regardent par exemple les games.
Mmh. Parce que moi, je pense que Tia Claire Toumi, elle est effectivement très très forte, hein. Peut-être Mmh. un peu plus que les autres, mais je pense surtout que ce qu'elle a dans la tête, c'est un cran au-dessus, quoi. Parce que Non, totalement, je suis au bout entièrement d'un moment, il d'accord. peut pas y avoir à ce niveau mondial, il peut pas y avoir un tel gap entre la première et la deuxième, tu vois. Elle est pas magique. Non. Non, non, non. Après, voilà, c'est vrai qu'il y en a toujours, tu sais, il y en a toujours un ou une qui sort quand même du lot. Ouais, t'as des ovnis, ouais, clair. Ouais, franchement, t'en as, quoi, que ce soit en France ou à l'étranger, tu te dis, bon, ok, ils ont beau proclamer haut et fort qu'ils travaillent dur, moi je les crois, mais je suis désolée, il y en a quand même qui sortent du lot, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, il y en a, ils ont une génétique qu'on n'aura jamais, moi j'aurais beau bosser toute ma vie, il y en a, je pourrais jamais les rattraper, et on va, et j'ai pas, enfin, après on pourra dire, ah bah oui, mais c'est sûr que si tu penses comme ça, c'est que tu es un peu défaitiste ou c'est que tu es faible. Non, c'est que là, c'est la vérité. Il y en a, ils ont une morphologie et une génétique que. Ben non, mais moi, je l'ai vu, mais je l'ai vu tellement de fois. Des filles qui arrivent et au bout de 6 mois, elles soulèvent mes barres que j'ai mis 6 ans à avoir. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, bah moi j'ai bien vécu en altéro aussi, hein. Tu te Oui, prépares et puis d'un j'imagine. seul coup, la saison d'après, t'en as une, tu sais pas d'où elle sort et puis elle fait les mêmes barres que toi et t'as envie de dire que c'est pas juste parce que ça te frustre, C'est ça. mais force est de constater que bah voilà, c'est comme ça, tu dois faire avec. En plus, du coup, t'as pas envie de les aimer, hein, sur le coup. C'est Mais bon, vrai. c'est C'est le jeu. ouais, c'est bah écoute, je vais te parler un petit peu plus de ce que tu as évoqué tout à l'heure. Tu parlais de ton entreprise, donc qui est plutôt axée sur du coaching gymnastique et bon, bref, tout un panel de services autour de ça. Je vais te poser quelques questions d'abord sur la gymnastique au sens large dans l'univers un petit peu du CrossFit. Mm. Bah déjà, comment tu as eu l'idée de lancer cette prog spécifique gymnastique et pourquoi tu as fait le choix de partir sur une prog spé gym et pas Mm. une généraliste? Alors, du coup, c'est vrai que, alors quand j'ai commencé le CrossFit, ça devait être, je sais plus moi, 2013, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que j'ai un parcours de gymnaste. Donc, j'ai entre 15 et 16 ans de gymnastique artistique en tant que gymnaste. J'ai été entraîneur de gym. Et bon, bref, quand j'ai atterri dans le CrossFit et qu'on m'a dit, voilà, nous, on fait beaucoup de gym et que j'ai vu à quoi ressemblait leur gym, bon, ça m'a fait doucement rire. Bref, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup encadré, j'ai beaucoup voilà, enseigné, notamment sur Paris, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, l'idée m'est venue quand je me suis rendu compte que les gens manquaient cruellement de base fondamentale sur comment bouger dans l'espace avec leur corps, ne serait-ce que faire un air squat, une planche, une pompe, l'essence même en fait du corps humain, comment il bouge. Et je me suis rendu compte qu'on leur vendait un peu quelque chose en disant tu vas voir, tu vas faire du crossfit, tu vas faire des muscle-up, tu vas faire de la marche sur les mains. Et les gens, toujours très motivés, ont toujours tenté de faire des exploits sans vraiment comprendre ce qu'ils étaient en train de faire, sans essayer vraiment, en essayant de décortiquer un geste. Et en fait, j'ai commencé à mettre en place des cours de gymnastique à Reebok CrossFit Louvre. Ça a commencé comme ça, où j'apprenais aux gens les bases. Ensuite, j'ai commencé à être contactée par des box qui me demandaient d'intervenir pour faire des journées, des workshops, des stages, des séminaires, peu importe le nom, pour évoquer les techniques, des mouvements complexes. Et en fait, à chaque fois que je faisais des séminaires, je me suis rendu compte que les gens, ils voulaient absolument réussir ces mouvements complexes, mais ils n'avaient aucune base, ne serait-ce que se suspendre à une barre. Ils ne savaient même pas quel muscle engager, comment faire, comment placer les mains, la respiration, la posture, la nuque, enfin, que des petits détails complètement stupides pour, par exemple, moi qui suis dans la gym, qui est complètement normal. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils n'avaient pas les bases et on essayait, nous, en tant que coach, de leur apprendre des mouvements complexes, mais ça devenait beaucoup trop dangereux parce que les gens étaient frustrés parce qu'ils n'y arrivaient pas, mais ils forçaient la chose. Et du coup, je me suis dit, mais un jour, il faudra que je lance une programmation avec tous les fondamentaux de la gymnastique, mais reliés au CrossFit. Et du coup, c'est ce qui s'est produit. J'ai bossé dessus pendant quasi un an parce que l'idée, elle a mûri. Et l'année dernière, quand j'ai plus ou moins tout plaqué parce que j'ai arrêté de travailler dans les box, je me suis dit, bon, je me lance, je vais voir ce que ça donne. Je lance une programmation et pourquoi une programmation axée gym et pas CrossFit, tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de programmations qui sont proposées et parce que moi, je prône tu fais un WOD avec tes potes, avec le coach de ta box et c'est comme ça que tu vas réussir, c'est comme ça que tu vas progresser. Je suis pas du genre à dire
entraîne-toi tout seul dans ton coin, fais ta programmation pour réussir. Ça, c'est pour les athlètes de haut niveau. Mais pour le commun des mortels, j'estime que faire les WOD de sa boxe avec ses potes, avec un coach qui est diplômé et qui t'encadre et qui te coach, ça suffit largement. Par contre, moi, ce que je propose, c'est une séance, on va dire, extra. C'est pour ça que ça s'appelle extra gym. Juste une séance juste après ou juste avant le WOD où tu fais du renfo et du spé et de la technique autour de la gymnastique. Et c'est des mouvements complètement, enfin c'est des choses complètement simples. Mais depuis que j'ai un groupe là qui tourne depuis un an, les retours que j'ai, c'est vraiment c'est de la découverte. C'est-à-dire que moi, je leur sors des choses, je me dis, bon, pas sûr que ça marche, pas sûr que ça va leur parler. Et en fait, c'est des choses, ils me disent, oh, mais on savait pas, mais ça, c'est hyper intéressant, tu vois, comment placer ne serait-ce qu'une planche, comment placer ses doigts, comment placer sa tête, comment engager ses abdos, comment respirer. Et en fait, voilà, j'ai créé ça et c'est un peu un renfort technique avec de la pratique. En plus, ça dure 3/4 d'heure, 50 minutes avant ou après tes WOD. Et j'ai trouvé ça intéressant. Comme ça, tu peux faire ton CrossFit, être avec la communauté. Et si tu as des points faibles, tu peux les bosser avant ou après. Tout simplement. C'est top, c'est super intéressant. Mm. Du coup, tu parlais tout à l'heure de ton passé sportif dans la gymnastique. En gros, qu'est-ce qu'il y a en commun entre la gymnastique artistique fédérale, on va dire, ce qu'on peut voir dans les fédés, et la gym qu'on retrouve dans le répertoire CrossFit? Et à l'inverse, quelles sont les plus grosses différences? Là, là, ça, c'est une colle que tu me poses là. Ouais, moi j'adore les questions difficiles. Alors, qu'est-ce qui se ressemble? C'est juste que le CrossFit, il a absolument voulu choper les mouvements de la gymnastique artistique, on va dire les mouvements plus ou moins stricts. Donc, clairement, la maîtrise de son corps dans l'espace, donc la traction, le L-sit, la pompe, la montée de corde, même les sauts à la corde. Nous, on en fait en gym, les pistoles aussi. Donc le côté, on va dire, fondamental du corps, c'est-à-dire le corps CORE, tu vois, le centre du corps. Parce que la gym, c'est carrément ça, quoi. C'est carrément le centre du corps. C'est pas juste avoir des abdos en béton ou des tablettes de chocolat, c'est vraiment maîtriser son corps dans l'espace grâce à un centre du corps solide et avoir évidemment des épaules ultra mobiles et ultra solides. Les gymnastes, c'est pas pour rien, on est très fort sur le haut du corps, beaucoup plus que sur le bas, c'est comme ça. Donc je pense que le CrossFit, ils se sont inspirés de cette discipline qui est tellement complète et tellement aussi elle est super belle, mais elle est sévère, tu vois. C'est un peu comme l'haltérophilie, elle est précise. Donc ça, je pense qu'ils s'en sont inspirés. Après, les différences, c'est que pour moi, ce qu'on fait en CrossFit, c'est pas du tout de la gym. C'est un semblant. Je veux dire, à aucun moment donné, je veux dire, la marche sur les mains, c'est pas quelque chose qu'on fait en gymnastique. Nous, en gymnastique, on fait l'équilibre statique. Pourquoi? Parce qu'on va le reproduire sur la poutre, parce qu'on va le reproduire sur les barres parallèles, parce qu'on va le reproduire sur les barres asymétriques. Si tu veux, c'est juste une base. Mais la marche sur les mains, nous, elle n'y est pas. C'est juste que oui, maintenant, on sait se déplacer, mais le CrossFit, voilà, nous, maintenant, ils te disent, tu te jettes, tu fais un équilibre, tu marches, tu es en mode scorpion, tu as les jambes écartées, les pointes de pied qui tombent, tu n'as pas du tout les abdos engagés, tu as les coudes semi-fléchis. Oui, mais pour moi, ça, c'est pas de la gym. Le muscle-up qu'on fait en CrossFit, pour moi, c'est pas du tout de la gym. Moi, j'ai passé 15 ans à apprendre la bascule. Donc, quand on m'a dit tu n'as pas le droit de dépasser les pieds de la barre quand je suis arrivée dans le CrossFit, mais il m'a fallu au moins 6 mois pour apprendre cette technique. Je dis dis donc, moi j'ai eu une formation tellement stricte où les pieds devaient monter devant la barre, glisser pour pouvoir passer par-dessus. Et là, tu es en train de me dire que surtout pas, il ne faut pas que les pieds dépassent. Donc voilà, c'est l'idée est sympa, l'idée est bonne, mais je pense qu'au début, on s'est beaucoup trop éloigné de la base, je te dis, de la gym, et maintenant on y revient. Parce que les gens, ils se rendent compte que pour éviter les bobos et pour progresser, ils sont obligés de revenir en arrière. Et moi, c'est ce que je propose du coup dans la prog, tu vois. C'est passer du temps en planche, tout simplement. Ah, ils en bouffent, hein. Les holos, ils font que ça, quoi. Ouais, c'est top parce qu'on en a parlé avec Joséphine dans l'épisode juste avant le tien, du coup, qui était sur, pour le coup, le travail du périnée et notamment les petits désagréments qu'on peut avoir en tant que femme quand on fait du crossfit et qu'on est soumis à des mouvements à impact. Et elle disait que l'erreur sur les abdos en crossfit, mais dans beaucoup de sports, c'est qu'on travaille tellement le grand droit pour
des abdos dessinés, qu'on en néglige complètement le transverse, alors que justement tout le travail de squelette abdominale, basé essentiellement sur le transverse justement, c'est de pouvoir avoir un centre du corps tonique, musclé et qui te permettent notamment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même en haltérophilie, on le travaille pas mal parce que justement il permet de stabiliser la barre au-dessus de ta tête ou autre et enfin, tu vois, de pas avoir de tassement, d'être bien placé, de gainer en gros, de pas avoir de mouvements parasites qui font que tu peux mettre des pressions sur tes disques dû à un manque de stabilité. Alors que pourtant en haltéro on va te dire les jambes, le dos, on te parlera moins des abdos. Et pourtant c'est un équilibre complet quoi. Je pense que c'est important aussi de préciser, c'est vrai que ça je l'ai toujours dit dans mes séminaires, je leur explique, je leur dis voilà, en CrossFit, on vous échauffe, bon voilà, les trucs assez basiques, ça dure quoi, 10 minutes, après on fait un peu de mouvement fonctionnel rapidement, après on rentre dans le vif du sujet, on fait le WOD, mais vraiment on ne vous explique pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites et à quoi ça va vous servir. Il faut savoir qu'en gymnastique, que ce soit le haut niveau ou pas le haut niveau, moi j'ai pas touché le haut niveau, mais même si je n'ai pas touché le haut niveau, je passais des heures et des heures et des heures tous les jours à faire entre 30 minutes et 1 heure d'abdos. C'est-à-dire que là, en ce moment, je retourne pas mal dans le gymnase où j'ai été quand j'étais petite. Et clairement, je les regarde, les gymnastes. Je regarde, je vois les choses qui ont évolué. Mais il y a toujours une base qui est toujours la même. C'est échauffement. On passe 1 heure à travailler son centre du corps, les placements, les postures, isoler des petits muscles, des choses comme ça. Et c'est pour ça que les gyms, ils sont forts. C'est tout. C'est tout simplement parce qu'ils passent du temps à travailler sur les bases du centre du corps, les épaules, des choses comme ça, mais qu'ils le font sur un travail de qualité et non pas à la va-vite où on se dit allez on fait 10 minutes d'abdos. Alors je peux comprendre que maintenant le but du CrossFit c'est pas de passer 1000 ans sur ça et qu'il faut juste bouger pour améliorer sa santé, mais si tu veux un jour accéder à un muscle-up qui est un mouvement complexe, il faut que tu passes du temps au sol, il faut que tu passes plus de temps au sol que suspendu à la barre. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on apprend au gym et c'est ce que j'invite souvent aux gens à faire quand ils s'intéressent à la gym. Je leur dis va dans un gymnase, va regarder une session, va voir à quoi ça ressemble et tu vas être surpris que tu ne vas pas les voir faire des saltos pendant 2 heures. Ils passent leur temps au sol, ils passent leur temps à répéter des milliers de fois un mouvement. Et ça, les gens, ils l'oublient. Ils l'oublient parce que dans le CrossFit, tout va trop vite. Ça va trop vite. Il faut vite progresser. Il faut vite accéder à des mouvements complexes. Il faut vite faire des pierres, des choses comme ça. Mais on oublie l'essence même que le principe de, voilà, ne serait-ce que la santé, c'est bouger en sécurité. Faudrait mettre, tu sais, comme dans les salles de gym, en début ou en fin de cours, une petite musique, tu sais, et puis aligner les gens, puis faire des petites routines d'abdos comme font beaucoup les gyms. Surtout les petits, j'ai remarqué qu'ils ont des petites... je crois qu'il y avait une vidéo comme ça qui avait tourné avec la chanson Baby Shark, justement. Oui. Qui est trop mignonne, alors que ça doit leur éclater le ventre en réalité, mais... Ouais, mais après, je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est... Attention, on a des séquelles, hein, les gymnastes. Mais moi, c'est ce que je fais dans mes séminaires, tu vois, l'échauffement, c'est ça, hein, c'est on y va, des battements de jambes, je place mes pieds, je place mes bras, je place ma tête, je me tiens droit, je marche, pied à plat, sur demi-pointe, je travaille des demi-tours, je travaille des petits sauts, je travaille la posture, je travaille l'équilibre, enfin, tu vois, il y a plein de détails comme ça et les gens, ils sont super surpris, ils disent « Oh là là, mais c'est trop fun, c'est trop génial !» Je dis « Non, c'est fun parce que ça fait 10 minutes que tu fais ça, sauf que nous, en gym, on fait ça tous les jours pendant 1 heure et c'est fatigant, c'est usant parce qu'on en a marre, mais c'est comme ça qu'on est solide et qu'au final, c'est vrai que les gymnastes, on n'est pas trop apte à se blesser, tu vois, quand on fait du CrossFit parce que généralement... on a quand même des bonnes bases du centre du corps et tout simplement gérer son corps dans l'espace. Ouais, mais c'est clair. Franchement, je suis pas étonnée parce que tu vois, même en haltéro, en général, à part ceux qui ont des parents qui en faisaient, tu vois, qui en font depuis leurs 10 ans, la plupart des gymnastes qui arrivent en haltéro sur le tard, ils sont en général très bons. On va pas se mentir, parce que justement, il y a une mobilité scapulaire, il n'y a pas de problème pour se placer en squat, il y a une mobilité des chevilles, il y a une mobilité des hanches, il y a un centre du corps qui est solide. En quelques mois, ils travaillent la force, ça monte de façon exponentielle. Donc, c'est pas les plus mauvais athlètes pour débuter en haltéro.
Pour C'est toutes les raisons que tu as citées, hein. ouais, mais c'est la même chose. À partir du moment où je pense où tu as touché quand même un petit peu, où tu as été formé dans une discipline qui se rapproche fortement du CrossFit, c'est toujours avantagé. Faut pas se leurrer, hein. Mmh. Non, mais c'est clair. Moi, c'est clair. Et puis en plus, tu parlais tout à l'heure du mindset. Je trouve qu'il y a quand même des points communs aussi parce que tous les sports sont difficiles pratiqués à un certain niveau, c'est clair. Mmh. Par contre, tu as des sports très, très intenses psychologiquement. Moi, je trouve que la gym en fait partie. Moi, j'en ai fait quelques années, mais pareil, hein, sans parler de haut niveau, sans peut-être même parler de niveau tout court. Et franchement, je me souviens que quand j'ai arrêté parce que j'avais peur, tu vois, parce que je Mmh. commençais à avoir trop conscience du risque si je ratais telle ou telle chose, que je pouvais me cogner la tête, que je pouvais tomber comme ci, comme ça. Euh, Tu vis avec cette appréhension et un peu ce risque en permanence, en plus de toute la difficulté très technique, tout le côté académique, effectivement, des heures de renfo, etc. Et quand tu arrives dans des sports comme l'haltéro, où c'est pareil, tu fais que répéter, et tu es très loin des trucs un peu sexy, du style les PR, justement, parce Mmh. que tu passes un temps fou à travailler dans une zone entre 70 et 85% la majeure partie de l'année, que voilà, à un moment donné, quand tu fais de la compète, c'est pas rigolo, quoi. C'est pas rigolo du tout. Il faut avoir cette attitude à t'amuser dans cette rigueur. Oui, c'est exactement ça. Essayer de trouver le fun dans la rigueur, comme tu dis. Mais moi, je sais que c'est pour ça que j'ai pas touché le haut niveau, hein, parce que moi, je suis un peu trop faux-folle, hein, donc j'ai mon esprit, si tu veux, il est dur à canaliser. Pour attirer mon attention, moi, c'est difficile. Et franchement, cette rigueur dans la gym, bah, honnêtement, je l'ai pas vu dans un autre sport. Pourtant, je m'intéresse à tous les sports. J'ai fait d'autres sports. J'ai fait un petit peu d'athlétisme. J'ai fait du baseball. Bon, maintenant, je fais du crossfit. Enfin, tu vois, j'ai regardé un petit peu tous les autres sports. Je trouve que la discipline dans le milieu de la gym, elle est vraiment. C'est une belle école de vie, tu vois. Alors moi, le seul truc dans lequel je l'ai retrouvé, il y en a probablement d'autres, hein, parce que je pense que par exemple dans les sports de combat, tu dois avoir ça Mm. aussi. Tu vois, tu as très peu de combats pour énormément quand même d'heures de pratique, etc. Tu as aussi des gestions de ton poids de corps, donc tu as une gestion un peu de l'image et du rapport à toi-même. Mm. Mais moi, je l'ai vu fortement parce que ma sœur en a fait pendant longtemps. Moi, pas du tout. Je suis tellement énorme que je ressemblerai absolument à rien d'ailleurs. Mais ma sœur, elle a fait de la danse classique. Ah oui. Oh là là, oui. Et même quand tu es une petite fille et que tu fais de la danse pour le plaisir, je trouve Mm. que c'est pas, typiquement un sport tellement rigoureux que d'ailleurs, elle a arrêté pour ça, hein, mais comme beaucoup d'autres petites filles, elle a arrêté parce que elle a perdu le plaisir. Mm. Parce que c'est très très difficile, c'est exigeant, ça fait mal, tu répètes beaucoup enfin pas pour pas grand chose, mais tu vois, c'est pas forcément très gratifiant à l'instant T, ça prend du temps, quoi. Mm. Franchement, je suis impressionnée de voir que tu peux prendre du plaisir dans un sport comme ça, alors qu'il est si difficile. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la danse classique se rapproche énormément de la gymnastique, mais je me demande si la danse classique n'est pas encore plus difficile que la gymnastique. Ça, oui. Bah, moi, j'ai vu Black Swan, hein, et ça m'a pas fait envie, Ah hein. oui, Franchement. je confirme. Moi aussi, je l'ai vu. C'est vrai que ça m'a pas donné envie. Alors je reste sur la gymnastique. Je te pose une question cliché un peu, hein, mais est-ce qu'il faut forcément être léger pour être bon en gym? On va dire pour être bon en gym dans le CrossFit, hein, pour recentrer un petit peu. Et est-ce qu'il faut forcément choisir son camp? C'est-à-dire, est-ce que je suis forcément bon en gym ou en haltéro? Ouh là là. Attends, je vais répondre à la première question. Alors, est-ce qu'il faut absolument être léger en gym? Alors, j'en ai discuté justement avec mes anciens coachs de gym, justement, parce qu'ils me disaient que les choses étaient en train d'évoluer dans le milieu de la gymnastique. Autant avant, je t'aurais dit oui, il fallait être léger. Autant là, on voit avec Simone Biles, tu vois, Ouais, l'américaine, les américaines, ouais. on demande à l'heure d'aujourd'hui, pour les gyms, beaucoup plus de puissance. Et limite, ils sont en train de s'orienter vers, tu sais, choisir une discipline dans la gym. C'est-à-dire que nous, la gym chez les filles, c'est saut, barre, poutre et sol. En fait, avant, il fallait que tu touches aux 4 agrès. Il fallait que tu sois bon dans les 4 pour espérer être voilà, parmi les meilleurs. Alors d'aujourd'hui, tu peux plus ou moins te permettre de choisir une discipline. Par exemple, Simone Biles, tu la vois. Elle c'est un ovni, hein, clairement. C'est l'OVNI, ouais, C'est c'est ça. l'ovni de la gymnastique. Voilà, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu ça. Mais elle, tu la vois au sol, elle est d'une puissance. Elle est incroyable, les sauts qu'elle fait, mais pourtant elle est petite, mais elle n'est pas si légère que ça. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans le milieu de la gym où tu peux te permettre d'être puissante, donc avoir quand même un petit peu de masse,
même si tu dois effectivement rester toujours plus ou moins légère. Moi, j'ai jamais été dans le profil de la gymnaste parfaite. J'ai toujours été grande, athlétique, assez avec pas mal une musculature assez pas imposante mais athlétique. Donc j'ai jamais été très fine, mais j'ai jamais été ronde ou tu vois lourde. Mais ça m'a jamais avantagée, jamais. Tu prends Alizée, que on doit connaître, que tout le monde connaît. Bah, clairement, je suis désolée, elle fait, je crois qu'elle fait 52 kilos. Donc effectivement, quand tu prends quelqu'un qui fait 52 kilos par rapport à quelqu'un, par exemple, comme moi qui fait 67, ne serait-ce que ça, c'est compliqué d'avoir les mêmes perfs, et surtout qu'elle est plus petite, que voilà, moi je suis beaucoup plus grande. Donc oui, il y a toujours ce rapport quand même du poids un petit peu. Mais tu peux être lourde, tu peux être grande, et tu peux être bien musclée et être douée en gym. Hein, j'en connais plein. Hein. J'ai l'exemple de André Houdet. Tu vois qui c'est, André Houdet? Ouais. Bah, André Houdet, c'est un athlète qui est juste incroyable, surtout en gym. Il est assez irréprochable, il est très grand, il est très lourd, et il est juste magnifique en gym. Il est pas intouchable, mais et pourtant ce n'est pas un gymnaste. Il a connu le CrossFit, bon, je crois qu'il avait 19 ans, quelque chose comme ça, mais il a tellement bossé la gym, il fait des choses incroyables alors qu'il n'a jamais été gymnaste étant jeune. Et il a un niveau de dingue en gym, donc ça veut rien dire. Tu peux être lourd. Mais bon, hein, je reste quand même prudente en disant qu'il faut être pas trop grand ni trop lourd en gym. Et du coup, ta deuxième question, c'était Est-ce que je suis obligée de choisir mon camp, en gros, entre haltéro et crossfit? Entre haltéro et gym, pardon. en tant que crossfitter, tu veux dire? Ben, je sais pas comment t'expliquer trop cette question, parce que tu vois, moi j'ai un profil très haltéro, et t'as l'impression que ça te définit en tant que personne quand tu fais du Ah, crossfit, et on te dit en gros, voilà, que ce sera difficile parce que t'es lourde, voilà, par exemple, d'être bon en gym, etc. Et à l'inverse, j'ai l'impression, c'est peut-être une dérive opposée, que ceux qui sont bons en gym, ils se disent, bon, bah, de toute façon, moi, mon atout, c'est le poids de corps, les barres, ce sera jamais mon truc, alors je m'astreins entre guillemets au service minimum, et c'est suffisant, parce que de toute façon, je suis pas fait pour ça, quoi. Ah là. Mais écoute, je pense que c'est pas toi qui choisis, honnêtement. Je pense que c'est ton corps qui t'indique où aller. Qu'est-ce que je pense que t'as pas un profil, c'est juste qu'effectivement, tu as une orientation qui va plus te convenir que d'autres. Moi, je te le dis, j'aurais aimé toucher à des belles compètes en haltéro. Je pense que j'avais quand même le profil, tu vois, même si c'est vrai que je suis grande, mais je pense que ça m'aurait plu. Et pourtant, les barres d'haltéro ne m'aiment pas. Mais je pense que t'as pas à choisir un camp. Je pense que tu dois bosser de toute manière les deux, surtout si tu veux être un crossfitter complet et surtout polyvalent. Mais effectivement, tu as quand même un profil qui te définit mieux que d'autres. Parce qu'il y en a, tu vois, tu le vois de suite. Tu le vois de suite, ils commencent le crossfit, puis ils touchent un petit peu à des barres d'haltéro, et au bout de 3-4 mois, automatiquement, ils ont des automatismes que toi, tu n'auras jamais. Moi, je sais que je le bosse depuis 6 ans, l'haltéro, mais j'ai des automatismes qui sont venus très tardivement. J'ai des choses que j'ai dû bosser des milliers et des milliers et des milliers de fois. Et j'ai vu des gens, à contrario, au bout de 6 mois, être tout de suite bien placés. La posture, tu vois, le dos, les genoux, les pieds, le regard, avec des beaux placements, avec des barres tout de suite imposantes. Et je me suis dit, bon ben voilà, c'est comme ça. Elle est morphologiquement, elle est conçue comme ça. Et puis là, cette personne, elle va bosser comme une malade en gym, et ça va pas passer. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'il faut continuer à bosser des deux côtés, tu vois, même si automatiquement, tu as un camp effectivement qui va plus se dessiner que l'autre. Mais choisir une team, non. Mais bon, je reste team gym, moi. Oui, bah après, t'as des affinités, hein, c'est sûr, hein. Moi, tu vois, j'aime bien la gym, mais je préfère l'haltéro. Mais Mais c'est oui, pas l'un contre l'autre, quoi. C'est juste que, voilà, dans la mais, proportion, mais c'est pourquoi, tu vois? différent. C'est ça, pourquoi? Moi, je peux pas t'expliquer pourquoi je préfère la gym à l'haltéro. Ouais, après, tu vois, moi, j'aime bien les deux. Je saurais pas expliquer forcément non plus, puisqu'au final, mes arguments, si tu veux, je dirais, ben, l'haltéro, c'est très technique, et puis c'est quand même gratifiant parce que tu te sens progresser techniquement, même si dans un premier temps, ça se voit pas sur les barres. Enfin, il y a un challenge permanent, etc.
Mais en fait, ce que je dis pour l'haltéro, c'est exactement pareil pour la gym. Oui, bah oui, c'est Donc, pour ça. ça marche pas. C'est pour ça, je te dis, j'essaie de voir. Après, s'il y a un truc, c'est vrai, qui est, comme tu dis, hyper gratifiant, moi, c'est la sensation quand même de maîtriser une charge lourde avec ton corps. Mmh. C'est vrai que en gym, c'est pas ça, tu vois. Par contre, ce que j'aime en gym, c'est maîtriser son corps dans l'espace. Ce que je peux faire quand je suis en équilibre, la sensation que j'ai quand j'ai la tête en bas, que j'ai les jambes en l'air et il y a que mes doigts qui bougent et je me dis mais c'est dingue quand même. Je tiens en équilibre, je me sens bien, je me sens forte, je me sens, tu vois, légère, des choses comme ça. Mais en haltéro, à contrario, quand j'arrive, hein, c'est ce qui est rare, à maîtriser des charges assez lourdes, ben, c'est ultra gratifiant, quoi. Je me dis waouh, quoi. C'est vrai que là, on se sent puissant. Je vais revenir sur des questions, tu vois, un petit peu plus pratico-pratiques, on va dire, puisqu'on m'avait posé aussi quelques questions par Instagram quand j'avais lancé des petits sondages là récemment. Donc, ce sont plutôt des questions qui sont posées par des compétiteurs, hein. Donc, j'imagine que tu vas pouvoir leur donner pas mal d'infos. La première, c'est à quelle fréquence hebdomadaire tu conseilles de s'entraîner sur les mouvements de gymnastique? Si je veux faire de la compète, ou en tout cas si je veux vraiment bien progresser, à quelle fréquence? Alors, la réponse est simple, c'est tous les jours. D'accord, vaut mieux tous les jours un petit peu Tous les jours un que des petit peu. grosses sessions, quoi. Exactement. Je serais d'avis d'avoir un focus de à peu près 2 fois par semaine sur des vraiment sessions gym où on travaille voilà tout ce qui est complexe, donc voilà les anneaux, les montées de cordes, la marche sur les mains, des choses comme ça. Mais j'inclurais quand même tous les jours une espèce de routine à avoir entre 15 et 20 minutes autour du centre du corps, donc les holos, les planches, des choses comme ça. Et le lendemain, par exemple, autour de la chaîne, tout ce qui est haut du corps, donc les presses, les tirages, les mouvements un peu scapulaires, tu vois, les dorsaux, isolés, des choses comme ça. Mais voilà, c'est juste une discipline et une éducation à avoir. Franchement, 15-20 minutes, c'est possible. Surtout si tu veux faire de la compète et que tu t'entraînes tous les jours, grosso modo, 15-20 minutes, tu peux le caler. J'avais posé la question à Luc également, de Mjolnir Programming, mais pour le coup sur l'haltéro, je te pose la même question appliquée à la gym. En gros, quels sont les mouvements et le volume approximatif, tu vois, à maîtriser pour pouvoir accéder à de la compète RX? C'est-à-dire souvent on se dit bah il faut faire du butterfly au moins, ça sert à rien de faire de la compète si tu sais pas marcher sur les mains. Donc toi, par exemple, pour quelqu'un qui serait, admettons, dans une box avec toi et qui te demanderait quel mouvement tu lui conseillerais de maîtriser et quel volume à peu près sur chaque mouvement avant de se dire bon bah là tu peux viser la compète et la performance. Alors après, il faut définir le mot RX maintenant, puisque c'est Ouais, c'est c'est vrai. compliqué. Donc je vais rester sur le principe des open, hein. Mm. Donc moi, en gymnastique, pour quelqu'un qui veut toucher un petit peu au RX, et en tout cas, par exemple, pour les open, faire les 5 WOD en RX et toucher à des compétitions sympathiques en France, notamment en mode RX, la base, c'est keeping ou butterfly pull-up, toast to bar, non négociable aussi, keeping HSPU, les montées de cordes, les DU, la marche sur les mains, bah oui, hein, et le muscle up bar et le muscle up anneau. Donc du coup, après, il faut juste déterminer le volume pour l'homme et la femme. Bien évidemment que pour les garçons, ça va être un petit peu plus volumineux. Déjà, pour tout ce qui est suspension, tu sais, les pull-up et les toast to bar, pour ma part, pour atteindre un niveau RX, c'est minimum entre 15 et 20 répétitions par mouvement. Pareil pour les HSPU. Pour tout ce qui va être muscle up, honnêtement, si tu en fais déjà entre 2 et 5 pour les filles à la barre et entre 5 et 10 pour les garçons, je pense que c'est bien. Et je pense qu'il faut maîtriser quand même le muscle up aux anneaux. Bon, pour les garçons, c'est quand même beaucoup plus simple. Et pour les filles, je pense qu'il faut quand même au moins en faire un régulièrement. Voilà. Et la marche sur les mains, tu vois, pour moi, si tu arrives à faire 5 mètres, voilà. Si tu arrives à chaque fois rentrer 5 mètres sans trop de difficultés, même si tu galères, c'est normal. Mais voilà. Les DU, c'est obligatoire, hein. Et après, non, voilà. D'accord. Pour Non mais moi, je vois. ça donne des échelles parce que c'est vrai que tu vois par exemple je pensais au muscle up ring comme tu disais.
C'est vrai que tu vas en compète, ça tombe et tu sais Oui, pas en ça faire tombe, un. évidemment que ça tombe. Et ça Tu tombe restes en pas. dessous et c'est horrible. Et après, on dit, oui, c'est toujours qu'à la finale. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, ça tombe avant. Ça tombe à la demi-finale, ça tombe. Ça y est, ça tombe. Donc, non, non, pour moi. Et puis voilà, il faut. S'il y a un bug quelque part, il faut le bosser. Hein. Tu vois, les gens, ils négligent trop. Tu vois, souvent, ils bossent, par exemple, soit que les HSPU, les pull-up ou les muscle-up, mais est-ce que tu bosses tes montées de corde? Est-ce que tu sais faire 50 DU? Mais juste ça. Souvent, les gens ils disent, ah oui, mais moi, je me focalise que sur la gym, mais ils font jamais les DU et puis ils bug au bout de 3 reps. Mais les DU, c'est quand même le premier mouvement à maîtriser quand tu veux faire, par exemple, les open. Surtout si tu veux faire un RX. Enfin, voilà. Les DU, c'est dans toutes les compètes et dans toutes les qualifs. Donc, tu peux pas bugger sur un mouvement aussi, on va dire, basique maintenant que le DU. C'est quand même beaucoup plus facile à atteindre qu'un muscle-up. Ouais, mais c'est moins sexy alors. Ah, mais c'est sûr. C'est On sûr que revient toujours aux mêmes choses. Hein. j'ai pas vu beaucoup de pierres sur les réseaux sociaux autour du DU. Franchement, ça, on devrait, franchement. Ouais, ouais. Écoute, c'est quoi? Je vais le faire avec ma botte. Vu que je suis blessée, je vais le faire sur un pied. Non, mais on devrait en plus parce que tu te fais tellement fouetter Ah, oh oui. que quand tu y arrives, franchement, il y a une vraie satisfaction déjà parce que tu vas arrêter de te lacérer toi-même et rentrer chez toi et devoir expliquer pourquoi est-ce que tu as ce genre de marques un peu partout sur ton corps, à des endroits improbables parfois. Exactement. Je sais pas si tu as déjà loupé un DU qui t'a qui t'a giflé le visage, mais c'est horrible. C'est ça. Je vais rester toujours un petit peu là-dessus, mais en gros, dans quelle proportion tu recommandes de travailler la gym stricte par rapport à la gym dynamique? Parce qu'effectivement, on va rester encore un peu là-dessus, mais on voit souvent beaucoup de butterfly, c'est sexy, etc. Beaucoup moins de mouvements stricts, alors qu'on sait que c'est hyper important pour les épaules, pour la santé, etc. Et dans quelle proportion il faut intégrer la gymnastique avec d'autres mouvements? Admettons, tu fais du dynamique, tu fais du strict, c'est super. Et puis, d'un seul coup, tu mets ta gym dans un WOD avec des thrusters et t'es plus la même personne. C'est plus la même gymnastique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les deux? Je vois de quoi tu parles. Après, quand tu dis intégrer tout ça, tu parles dans les WOD dans une box ou en programmation à côté? Oh bah là, c'est quasiment de la programmation, ouais. Si tu décides de te faire un focus gym, parce que tu sais que voilà, tu as des lacunes et que tu veux te faire des petites séances maison, quoi, que tu programmes tout seul. C'est ça. En gros, c'est quoi les bonnes pratiques? Alors, moi, par exemple, ce que je fais dans la programmation, je leur dis toujours, tant que vous ne maîtrisez pas tous les mouvements stricts, il n'y aura que ça à faire de toute manière. Donc, par exemple, dans ma programmation, j'ai toujours une partie renforcement musculaire où on va faire un gros focus, par exemple, sur les tractions. Donc, ça va être des tractions excentriques, ça va être des tractions lestées, ça va être des tirages aux anneaux, des rowing inclinés, gilets lestés, des choses comme ça. Et j'ai toujours 1 à 2 fois dans la semaine un petit WOD. Généralement, c'est sous format de EMOM parce que c'est le plus simple, où je vais rentrer un mouvement externe à la gym. Ça va être des burpees, des box jumps, un truc statique ou quoi, où je vais cumuler peut-être 2 mouvements de gym ou un mouvement de gym strict ou keeping avec quelque chose à côté. Donc, par exemple, je vais leur faire des burpees avec, tu vois, mais juste très simple, très très basique, 3 burpees et 5 pull-ups dans la minute. Mais pour un RX, il peut me tenir, ouais, tu vois, des butterfly ou des keeping pull-up en EMOM, mais si je lui fous 3 burpees et que je lui dis tu rajoutes une rep de burpees ou de pull-up chaque minute, et on fait ça sur 6 minutes, et la semaine prochaine on fait ça sur 8 minutes, et la semaine d'après on fait ça sur 10 minutes, et en fait j'évolue comme ça. Je commence toujours sur une petite base avec des petites reps et un petit volume, et progressivement chaque semaine je rajoute soit des répétitions, soit du temps, soit une charge, soit je change un mouvement. Et j'évolue comme ça. Je me dis, si tu es capable de rentrer, tu vois, un muscle-up strict aux anneaux, c'est bien. Mais la semaine prochaine, je vais te faire rentrer 3 burpees avant le muscle-up strict aux anneaux. Et c'est comme ça que, voilà, progressivement, je rentre. Après, pour moi, c'est ma programmation. Mais on peut très bien faire la même chose avec de l'haltéro autour. Ne serait-ce que faire, je sais pas moi, 5 thrusters plus 2 muscle-up dans la même minute. Et la semaine d'après, j'augmenterai soit la charge du thruster, soit une rep en plus au muscle-up, soit un peu plus de rep au thruster, etc. etc. Ouais, parce que dès que tu as la dimension cardio, ou en tout cas que tu travailles ta gym en pré-fatigue, c'est d'autant plus difficile de maintenir la qualité du mouvement, quoi.
Donc c'est vrai que ça s'entraîne déjà Oui, ça bien s'entraîne. avant d'attaquer la compète, quoi. Ce que je fais en priorité, parce que c'est ça qui pêche souvent le plus aux gens, c'est le cardio en fait. Donc soit du rameur, soit du vélo, soit de la course, soit des burpees avec de la gym. Parce qu'avant de maîtriser une charge, il faut que tu maîtrises un petit peu ton cardio. Et du coup, des fois, je leur sors des trucs comme ça. Bah, du coup, tu vois, ça va me donner l'idée pour la semaine prochaine pour leur mettre. Et je vais remettre voilà, du cardio, soit en four time, soit en EMOM, soit en AMRAP, peu importe, avec du cardio plus de la gym. Cardio, gym, cardio, gym. Et au bout d'un moment, tu sais, quand tu es fatigué, d'avoir poussé sur le rameur ou d'avoir secoué tes bras en courant ou des burpees, que tu es fatigué, que je te demande des HSPU derrière, la tête en bas et que tu as le cœur qui est le plus haut possible, bah, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'ils vont progresser, quoi. Mais j'ai toujours la partie renfo. Toujours. Du coup, à ton avis, quelles sont les erreurs à pas commettre lorsqu'on veut progresser en gym? Les trucs qui reviennent souvent, que tu as dû voir dans tes séminaires ou dans tes coachings, quelles sont les mauvaises pratiques, on va dire? Les premières choses que je vois la plupart du temps, c'est les gens qui veulent pratiquer du keeping avant du strict, c'est-à-dire keeping toes to bar, keeping pull-up, keeping HSPU. Et moi, généralement, quand j'arrive dans mes séminaires, surtout maintenant que j'ai changé mes séminaires, les premières choses qu'on fait, c'est tester les max. Alors du coup, ils me font les gros yeux, ils me disent comment ça on teste les max. Je dis bah oui, je dis vous êtes très mignons avec vos max au back squat, au snatch et au clean, mais il y a des max à faire aussi en gym. Combien de temps tu restes en équilibre, combien de tractions tu es capable d'enchaîner, combien de toes to bar strict tu es capable de faire, combien de pompes tu es capable de faire sur les pieds. Et en fait, c'est la découverte. Ils se disent ah mais on fait jamais ça. Oui, ben on va commencer par ça avant d'intégrer le keeping. Donc la première erreur, c'est de mettre en avant plus le keeping que le strict. Donc du coup, je remets, tu vois, je leur conseille de toujours repartir sur du strict. Et la deuxième chose que les gens oublient de faire, et du coup ça c'est avant et après chaque séance, c'est de la mobilité. Tu sais, ce grand mot qui fait peur à tout le monde parce que les gens n'ont pas, parce que c'est pas du tout sexy, parce que c'est pas du tout Instagrammable, comme on dit. Mmh. Mais ça, je leur dis, comment tu veux faire des butterfly pull-up si tu n'as pas la mobilité articulaire de tes épaules? C'est pas possible, tu vas exploser. Je te fais faire Fran, tu vas exploser. Donc, mobilité. Et là, tu vois, pareil, la dernière fois, je suis allée dans mon gymnase et je me suis entraînée, je me suis fait engueuler par un de mes anciens profs de gym parce que j'ai fait une session, tu vois, tu vois, dans le gymnase. Et à la fin, il me dit, bah, t'as fini? Je dis, bah oui. Il me dit, et les étirements? Je dis, oh, mais ça, c'est l'ancienne école. Il me dit, étire-toi. Et il avait raison parce que ça me prend 5-10 minutes juste quelques petits étirements pour allonger les muscles, pour les soulager, pour les étirer, voilà. Après, voilà, comme ça, c'est une fois de plus, on a plusieurs écoles autour de ça. Est-ce qu'il faut s'étirer après chaque session, oui ou non? Moi, je t'aurais dit maintenant, je le fais plus trop. Mais ça te coûte quoi de te poser 5-10 minutes juste pour t'étirer un peu le dos et les épaules, quoi. Juste ça. Donc, mobilité et le travail strict. Question équipement maintenant, parce que c'est une question qu'on m'a envoyée aussi. Les gens aiment bien s'équiper en CrossFit, on le sait tous. Est-ce que tu préfères des maniques 2 trous, 3 trous, 100 trous? Et est-ce que c'est vraiment important? Alors, si on doit choisir une manique, moi, je suis 3 trous maintenant. 3 trous. Moi, j'utilise les... Comment elles s'appellent? En Kevlar. Ah, aide-moi. Je saurais pas dire, moi je mets Si, que les les... Victory, voilà. Les Victory D'accord. Grip, donc en Kevlar. J'avais beaucoup aimé aussi les Pixil, qui étaient pas mal. Maintenant, Moi j'ai des moi, pixels aussi. elles sont pas mal, je crois. Bah alors apparemment il y a plusieurs modèles. Moi j'ai un modèle en cuir, je crois qu'il n'existe plus. Elles me vont très bien. Je crois qu'elles n'existent plus, elles ont été remplacées par un autre modèle. Je sais qu'il y a eu des problèmes au niveau de la couture sur plusieurs modèles, mais apparemment c'est réglé. Je pense que les nouveaux a priori sont plus satisfaisants. Mm. Mais j'aime bien, moi perso j'aime bien. Après, moi, je suis équipe sans manique. Donc, c'est vrai que si tu me croises en compète, tu me verras pas. En fait, tu me verras avec des maniques, mais je ne les utiliserai pas. Je vais les mettre que si mes mains elles explosent, en fait. Donc, je sais pas pourquoi je fonctionne comme ça.
Mais moi, j'ai vraiment du mal à travailler avec les maniques, ça me gêne plus qu'autre chose. Et puis, c'est surtout que voilà, tu es un crossfitter, tu te débrouilles, tu t'adaptes, quoi. Oui, ça fait mal aux mains, c'est comme ça. Mais j'ai tendance à dire qu'on a moins de risques à choper la barre avec le pouce et à bien gripper la barre plutôt qu'avec des maniques. Si t'es pas gymnaste, si tu sais pas vraiment, si t'as pas l'habitude de manique, un peu dans l'effort, dans l'excitation, avec la fatigue et tout, tu peux facilement glisser, quoi. Donc pour le moment, je suis plus équipe sans manique, et si tu dois en mettre une paire, oui, allez, 3 trous, Pixil ou Victory. Non, je suis d'accord. Pour le coup, tu vois, j'avais fait le test déjà avec d'autres athlètes. Alors moi, je trouve que ça dépend des barres. Parce Ah que oui. tu as des marques de... J'ai pas forcément de marque en tête, hein, l'idée, c'est pas de les citer, mais tu as des marques de structure où la barre est beaucoup plus glissante. Et auquel cas, moi, je préfère ne pas avoir de manique parce que du coup, j'ai une bien meilleure préhension. À l'inverse, les barres Rogue, les spills, quand elles rouillent un petit peu, tu vois, que la condensation au bout d'un moment, au final, t'as pas besoin de manique non plus parce que tu t'agrippes tout seul, il n'y a pas de souci. Et je trouve que, par exemple, de façon flagrante, sur les toast to bar, j'ai vu plein de gens déjà, tu vois, avec la fatigue du grip, lâcher et tomber. Mm. Alors, heureusement, tu vois pas ça tout le temps, mais ça arrive quand même. Si tu t'entraînes régulièrement, tu vois ça au moins une fois par an, je dirais. Je trouve que ça arrive beaucoup moins aux athlètes qui mettent pas de manique parce que tu as une meilleure préhension ou en tout cas une meilleure sensation. Alors je trouve qu'avec la manique, comme tu sens un peu moins la barre dans ta main, tu as les doigts qui se relâchent, qui se relâchent, qui se relâchent et tu finis par tomber. Alors que normalement, si tu pas de manique, tu le sens beaucoup plus tôt, beaucoup mieux, je dirais en plus. Et du coup, assez rapidement, tu lâches la barre, tu breaks ta série avant d'arriver à l'accident, quoi. Exactement. C'est pour ça, c'est ce que j'essaye de dire aussi dans les séminaires. Je leur explique que ils auront de meilleures sensations déjà avec les mains. Et après, oui, ils me disent toujours, bah oui, ça fait mal. Ah bah oui, bah, t'as choisi du crossfit, ça fait mal. C'est comme ça. En gym, moi, j'ai passé 15 ans avec les mains ouvertes. C'est comme ça. Tu t'adaptes. Tu serres les dents. Donc, oui, je suis plus pour qu'on apprenne à gripper. Même le travail de grippe, d'ailleurs, ils en ont eu la semaine dernière, moi, dans mon groupe. On a eu une semaine quasiment autour du grip et franchement, ils ont tous tiré la gueule. Mais c'est comme ça. Tu grippes, ça fait mal, mais au moins, je pense que je sais pas, tu sens mieux la barre. Donc, si tu sens mieux la barre, tu vas mieux gérer ton mouvement. Mm. Ah bah clairement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est maîtriser en gros ton corps dans l'espace, hein. Je préfère. Parce Donc, que quand tu commences le crossfit et que dès la première semaine, tu as des athlètes qui viennent te voir en te disant tu peux me dire quelles sont les maniques que je dois acheter parce que j'ai mal aux mains. Oui, tu fais du crossfit, donc c'est normal, tu vas avoir mal aux mains, tu vas avoir mal de partout. Et ensuite, attends un peu. Et puis, comme tu dis, il y a toujours cette histoire de barre. Moi, il y a des box où clairement, je peux pas, je peux pas m'entraîner parce que les barres, elles glissent. Et j'ai l'air d'une débutante parce que je suis pas capable d'enchaîner 5 pull-ups, quoi. Donc je me dis, mais c'est pas normal. Mais il y a des barres, effectivement, elles glissent, c'est vraiment pas agréable. Mais après, voilà, j'essaye de m'adapter, c'est pas agréable, mais bon, c'est comme ça. ouais, ça fait partie des petits trucs chiants, je trouve, parce que tu vois, moi, je le ressens aussi sur des barres d'haltéro des fois, selon certaines marques. En plus, moi, genre, je vais leur faire de la pub gratos, mais pour le coup, moi, j'ai une Eleiko perso. Oui, moi aussi. Et c'est mon bébé, quoi. Tu vois, Grave. j'adore cette barre. J'avais une Palini avant également, qui était très bien. Et avant ça, quand j'ai commencé, évidemment, je m'entraînais sur des Rogue. Je crois que c'était les Oyo. Bon, déjà, les petits, on va dire, le grip, il est un petit peu plus marqué, donc elle m'arrachait facilement les mains. Et là, bon, pour le coup, je vais pas être désagréable, donc je vais pas dire la marque, mais j'ai testé une autre dans une salle parce que voilà, elle est à disposition sur les cours et donc je me pointe pas chaque jour à chaque cours avec ma propre barre que je ramène chez moi. Il faut être quand même. Oui. Et putain, à chaque fois que j'ai cette barre, je me dis oh putain, fais chier. Et ça ne manque jamais. Normalement, je m'arrache plutôt dans la paume de main. J'ai 3 petits points, hein, tu vois. Et là, ça m'arrache même les doigts. Ah oui. Et donc, du coup, quand tu dois faire des séances avec, tu vas avoir un volume de reps qui est au minimum autour de la cinquantaine de reps, en fait, c'est vraiment pénible parce que t'as pas le temps de cicatriser d'une séance à l'autre et c'est assez compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même certains modèles qui sont plus agréables que d'autres, clairement. Oui, mais ça, voilà, on va pas se leurrer, il faut le dire aussi, c'est important, on va pas mentir, il y a tellement de marques maintenant qui sortent du matériel. Après, généralement, en compétition, les barres sont bien.
Maintenant, je touche du bois que ça continue. Mais généralement, mais bon, voilà, imagine un jour, tu tombes sur, tu t'arrives en compète et tu es toujours habitué. Et c'est ce que je dis souvent dans les séminaires. Arrêtez de toujours utiliser la même zone d'entraînement, de toujours avoir sa propre barre de gym, son propre espace. Je m'entraîne ici à droite, au fond de la salle. Non, ici, ça ne t'appartient pas. Justement, habitue-toi à bouger dans l'espace, juste à pas t'habituer qu'à cette routine. Mais alors, c'est pour ça que le CrossFit, c'est l'essence même du CrossFit. Il n'y a pas de routine, de toujours changer d'espace, d'environnement, de matériel, de pas toujours garder la même chose, parce que le jour où tu voyages, et moi c'est mon cas, quand je voyage, je vais dans des box que je ne connais pas, je ne connais pas le matériel, et c'est ça qui est génial, c'est que du coup je m'adapte à toutes les situations, à tous les environnements, à tout type de matériel. C'est ça qui est cool. Parce qu'au moins, voilà, tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux, n'importe où. De toute façon, si tu vises la compétition, je pense que tu as plutôt intérêt parce que si tu es trop dans une zone de confort que tu as construit et que tu arrives et que tu es sur un truc qui est complètement différent, les barres sont pas les mêmes, que ce soit pour les barres d'haltéro ou les barres de gym, ou même, tu vois, les températures, hein, ça c'est con, mais quand tu es habitué, par exemple, moi je suis du Nord, donc tu es habitué à t'entraîner dans un climat où, bon voilà, hein, c'est pas l'Alaska, faut pas exagérer, mais enfin, disons qu'en avril, il fait pas encore super beau en général. Eh oui. Et tu arrives sur des compètes dans le sud, tu as beaucoup de compétiteurs qui le disent, voilà, je suis pas habituée et ça a changé toute mon approche de la compète parce que je respirais moins bien, j'avais C'est trop vrai. chaud, j'ai beaucoup sué, je suis pas habituée à me réhydrater en conséquence, etc. Donc tu as intérêt à voir ton entraînement, je trouve, avec énormément de variables pour être prêt justement, et même que psychologiquement, ta première approche de la compète, de l'événement, c'est un des trucs qu'il y a dans le livre de Ben Bergeron d'ailleurs, de Ben Bergeron, de Ben Bergeron, pardon, où il t'explique que il travaille dès l'entraînement avec Catherine et compagnie à leur expliquer, enfin à travailler sur leur mindset, sur qu'est-ce qui doit se passer immédiatement dans ta tête quand il y a un imprévu. Avant de voir le danger, etc. Et tu dois tout de suite te dire non, ça je vais le gérer, ça va le faire. Et il avait donné un super exemple que du coup nous on sait pas, je trouve, grand public, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Il expliquait que je crois que c'est une année où ils ont été réveillés en plein milieu de la nuit, ils savaient pas, ils ont eu des billets d'avion et ils sont partis courir au ranch. C'est ça. Et il expliquait, ce que nous on ne sait pas, c'est que tu as des athlètes qui, quand ils ont été réveillés, ils ont dû prendre leur sac, etc. Enfin, ils le savaient, hein, la veille, il leur avait dit mettez un réveil à 3h du matin, etc. Et t'en as qui ont fait un petit push pour dire non, c'est dégueulasse, on n'a pas été prévenu, le sommeil, c'est pas respecté, c'est dangereux, etc. Donc en fait, même à ce niveau-là, tu as des athlètes, voilà, qui embrassent en gros la difficulté en se disant ah voilà, je suis au championnat du monde, je suis prêt. Je suis prêt, je dois être prêt. Et t'en as d'autres qui, voilà, face au changement, tout de suite sont beaucoup plus réfractaires. Et je trouve que plus tu t'entraînes à l'entraînement en te disant je dois être prêt à tout, plus lorsque l'inconnu se produit, ben dans ta tête c'est pas si grave, tu vois. Exactement. Mais alors, tu vois, j'ai une petite anecdote sur ça. Bon, c'est rien, hein, mais l'année dernière, j'ai participé, tu sais, à un reportage qui va bientôt sortir sur le petit écran. Et en fait, il y avait des épreuves sportives. Et c'est vrai que, alors moi, j'étais un petit peu dans la catégorie ah, mais elle fait beaucoup de sport, c'est une athlète, elle sait tout faire, elle fait du crossfit et tout. Donc, si tu veux, j'avais ce côté où j'étais très rassurée. Je me suis dit, bah, sur les épreuves sportives, je sais que ça devrait bien se passer. Et en fait, un jour, il y a eu plein d'épreuves. Et une des dernières épreuves, c'était, il y avait une montée de corde. Et on était dans un environnement où il faisait assez froid. Et on était dans un environnement où la corde, elle était neuve. Et on était dehors. Elle était suspendue très très haut. Et je les voyais tous tomber. Et moi, je me disais dans ma tête, mais c'est génial parce que moi, je sais monter à la corde. Je suis gymnaste, je le pratique en le crossfit, ça va le faire. Mais je voyais que la corde, je voyais tout le monde glisser. Je me disais, mais après, c'est bizarre parce qu'ils sont quand même tous assez forts et ils n'y arrivent pas. Il y en avait quelques-uns qui arrivaient. Et en fait, je suis arrivée devant la corde et dans le tournage, ils m'ont dit clairement, si tu en fais c'est correct. Au plus tu fais des montées de corde, au plus tu as 2 points. Et en fait, je suis arrivée dans la corde et je l'ai touchée. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, elle glisse. Et en fait, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, ah, mais là, t'es pas dans une box, tu n'as pas de magnésie, il y a de l'herbe par terre, il y avait un petit peu des graviers. Je me suis dit, merde, j'ai mis mes mains, tu vois, dans le gravier, j'ai mis plein de sable sur mes mains. Je me suis dit, bah, ça va faire l'affaire. Écoute, j'ai fait 2 tirages. Impossible de monter à la corde. Même avec les pieds. Impossible.
impossible de bouger et de monter sur cette corde. J'ai jamais été aussi frustrée. Je me suis dit, mais Ah, putain. c'est une blague. Je fais des montées de corde depuis 20 ans et je suis incapable de monter une corde qui est dehors, qui est lisse, sans magnésie. Et là, je me suis pris, tu vois, un coup, ça m'a mis un coup à ma fierté. Je me suis dit, ça, c'est intolérable. Donc demain, quand je rentre dans une box, c'est terminé, je ne mets plus de magnésie pour les montées de corde. Et maintenant, c'est terminé, je ne mets plus de magnésie. Donc, tu vois, c'est l'adaptabilité à comment tu vas réagir face à un événement qui va se produire face à toi. Je trouve ça hyper intéressant, en fait. Hmm. Non, mais c'est clair, hein. Moi, j'avais eu cette discussion, tu vois, pour le coup, avec des vrais haltéros. Enfin, je sais pas qu'il y a des faux haltéros, mais tu vois, je veux dire, dont c'était le sport De prédilection. majoritaire. Et qui s'étonnait vachement de dire, tu vois, des fois, tu vas dans une salle de CrossFit et tu as des mecs qui se débrouillent bien, qui n'ont pas forcément une très mauvaise technique non plus, tu vois, Mhm. et qui font les mêmes barres que certains. Donc, je parle pas des haltéros de haut niveau, hein, et ils en font depuis 2 ans. Et ils me disaient, putain, ils sont moins entraînés techniquement, disons qu'ils ont eu de moins bons coachs aussi, Mhm. puisque Oui, bien sûr. voilà, ils ont des coachs qui font ça depuis 20 ans, donc forcément, ils sont aidés. Il y a du bruit, il y a de la musique à fond, il y a des gens qui passent devant eux, alors que nous, en haltéro, on n'aime pas trop ça, tu vois. Et ils font les mêmes barres. Et ils disaient, putain, mais comment ça se fait? Et je trouve que, pour moi, pour avoir été aussi un peu sous cloche quand je m'entraînais en haltéro, parce que je m'entraînais l'après-midi, j'étais quasiment toute seule dans la salle, donc j'avais ma musique, mon truc, j'étais pas gênée, etc. Et je me disais, bah non, mais en fait, c'est ça. Je trouve que quand tu sors de ta zone de confort et que tu dois gérer des petits événements extérieurs comme ça, en fait, tu te rends compte que c'est pas si paralysant que ça. Non. C'est pas bloquant. T'es pas obligé d'être toujours dans un univers parfaitement réglé pour que ça le fasse. Et au contraire, je trouve que quand t'es performant dans des environnements un petit peu, tu vois, comme ça, pas optimal, enfin, t'as des gens, ils ont eu que ça et ils sont très bons là-dedans. Et en fait, c'est beaucoup mieux, je trouve. Parce que tu sors un petit peu de ce truc, j'ai besoin de ma ceinture, j'ai besoin de la magnésie, j'ai besoin que les gens passent pas devant moi, j'ai besoin que la musique, ça n'aille pas trop fort et que ce soit pas du rap parce que moi, j'ai du mal à me concentrer. Voire même, j'ai besoin de tout un process, alors que non, des fois, quand tu es très efficace, tu fais tout passer en 1 heure. Tu vois, de se détendre un petit peu et de changer ses habitudes, je trouve que c'est hyper constructif. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je te dis que c'est bien de sortir de sa box. Moi, je leur dis tout le temps ça à tous ceux qui me posent, tu sais, souvent les questions. Mais comment tu fais pour être motivé? Comment tu fais pour continuer à t'entraîner? Gna, 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 gna. Je leur dis, des fois, je fais des gros breaks et surtout, je sors de ma box. J'essaye de bouger un maximum, de voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres box, avec d'autres personnes, dans un autre environnement, dans mon jardin, à côté de ma piscine, sur la route, j'en sais rien, n'importe où, dans un gymnase. Où est-ce que je suis allée? Là, en ce moment, je suis à Fitness Park, pour te dire. Je vais à Fitness Park. Je vais dans des parcs avec des petites barres de suspension. N'importe quel, n'importe quel environnement, n'importe quel matériel doit être utile. Il faut justement élargir sa zone d'entraînement. Je trouve ça génial, quoi. Non, mais c'est carrément important. Je passe sur une troisième et dernière partie, un petit peu différente. On a parlé pour l'instant de la gym, on a parlé un petit peu de la gym en compétition. Là, je vais te parler un petit peu plus que je vais appeler du girl power, hein, on va dire, même si c'est beaucoup plus vaste que ça. Ma première question, c'est, j'ai vu, et puis je sais parce que du coup on a déjà échangé plusieurs fois ensemble, que tu avais eu plusieurs vies sportives depuis tes débuts dans le CrossFit, plusieurs étapes clés, on va dire, si on peut résumer. Si tu devais découper un peu le tout, quelles sont les différentes phases par lesquelles tu es passée? Les phases sportives, hein. Oui, ou tout, hein, d'ailleurs, hein, tu Ouais. peux expliquer ça comme tu en as envie. Alors, grosso modo, ouais, on va dire que c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies. Souvent, les gens ils me le disent. Je pense que c'est ce qui fait l'enrichissement que j'ai l'impression et les expériences et le recul que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai ma grosse période de gymnaste où j'ai été enfermée dans un gymnase de 5 ans à 21 ans. Donc, j'ai été, on va dire, compétitrice, gymnaste, entraîneur de gym. J'ai vraiment baigné dans ce milieu-là. Ça m'a donné une belle éducation, une belle école de vie. C'est vraiment ma première passion, c'est vraiment mon bébé, voilà. Ensuite, j'ai eu le moment où j'ai dû tout quitter parce que j'en avais vraiment marre. J'ai vu que j'avais passé toute ma vie dans un gymnase, j'avais besoin de couper. Et j'ai eu une grosse coupure avec le sport où je suis partie vivre à l'étranger.
parce que j'avais envie de parler anglais, parce que j'avais envie de voyager, parce que j'avais envie de découvrir d'autres cultures. Donc j'ai pas mal bougé. J'ai complètement abandonné le sport jusqu'à revenir dessus à l'âge de 25 ans. Donc pour te dire, j'ai quand même eu, on va dire, 3 grosses années sans sport, mais vraiment sans sport, où j'ai pris beaucoup de poids, où j'ai découvert d'autres choses. Ensuite, j'ai remis un pied et ça a été dans le fitness. Donc ça a été une grosse période de ma vie. J'ai découvert le fitness au Club Med. C'est eux qui m'ont, on va dire, qui m'ont repéré en me disant que j'avais un profil voilà, de fitness, des choses comme ça. Donc je suis rentrée, j'ai fait mon BP, j'ai dû toucher au milieu du fitness pendant, je sais pas moi, 8 ans à peu près, 7-8, ouais, 7-8 ans, quasiment sur Paris, un petit peu sur Avignon, mais quasiment sur Paris. Ça a été une grosse époque de ma vie où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le métier, j'ai appris l'encadrement, que ce soit sur les plateaux de muscu, sur les cours collectifs, sur le coaching privé, sur le coaching en groupe, sur des bootcamps, des choses comme ça. Donc ça m'a permis de toucher un peu plus tout ce qui était animation sportive, le vrai lien qu'on a avec les gens, créer vraiment, nous on appelle ça dans le milieu du fitness le Magic Fitness, justement, de créer des choses avec les gens. J'ai vraiment eu j'ai de très très beaux souvenirs là-dedans. J'avais des rêves de monter sur scène et d'être la superstar de Body Attack. Jusqu'à, on va dire, ma rencontre avec le CrossFit entre 2012 et 2013. J'ai mis du temps à rentrer dans ce milieu-là parce que je ne croyais pas trop au projet au début. Vraiment, au tout début, hein, c'était 2012 quand j'ai rencontré, on va dire, Daniel Chaffé, Reebok CrossFit Louvre, quand ils sont arrivés et qu'ils ont créé ce projet. Moi, j'y croyais pas trop, j'ai toujours été honnête et j'étais tellement passionnée de fitness, voilà, de tout ce milieu-là. Mais bizarrement, j'ai basculé là-dedans et une fois que j'ai mis un pied dedans, j'ai été assistante, coach. J'ai d'abord, on va dire, coaché avant même de pratiquer. Et il y a eu un gros bug entre le fait d'enseigner, parce que du coup, c'était pas du tout cohérent, parce que j'étais plus une animatrice qu'une vraie coach. Et donc, on m'a formée pendant des années, des années, des années. Franchement, ils m'ont pas lâché. Ça, je peux pas cracher sur ça. C'est clair que j'ai reçu une super formation en tant que coach et aussi en tant que pratiquante où j'ai tout de suite mis un pied là-dedans et j'ai tout réappris, quoi. J'ai appris à faire un air squat à l'âge de 30 ans quasiment, donc pour te dire, voilà, j'avais 29 ans, voilà. Donc il y a eu une grosse remise en question d'un point de vue sportif aux alentours de 29 ans et clairement, moi, j'ai adhéré à la méthode CrossFit et je suis clairement dedans, même si à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus dans une box. Ça fait plus de 6 ans et je respecterai toujours et je ferai toujours cette méthode qui, pour moi, est la meilleure parce qu'elle fonctionne, parce que j'ai vu qu'elle fonctionnait sur moi, mais aussi sur les gens que j'ai encadrés, parce que j'ai coaché pendant 4-5 ans dans une box à Paris. J'ai géré une box 2 ans dans le sud, donc j'ai vu des tas de personnes différentes, j'ai vu des non-sportifs, j'ai vu des grands sportifs, j'ai vu des enfants, j'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des compétiteurs, j'ai vu des gens très non réceptifs à la méthode, qui voulaient absolument pas faire ça. Voilà, j'ai vu des changements de vie, donc moi je crois en la méthode et à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça que je vois un peu mon avenir autour du sport, quoi. Voilà. D'accord. Et donc du coup, par rapport à toutes ces différentes vies, donc du coup que ce soit, je sais pas, comme coach là, plus récemment, comme athlète ou même comme entrepreneur, hein, parce que même si tu es gérante, tu as quand même du coup vraiment vécu cette vie sur le terrain de tenir une box, quoi. Qu'est-ce qui te semble important pour réussir dans ces 3 domaines aujourd'hui? Tu vois, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qu'est-ce qui fait un bon coach? Qu'est-ce qui fait un bon athlète? Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur? Et surtout, si je suis complètement dingue et que je veux essayer de faire les 3 en même temps, Ouais. ce qui me semble un peu compliqué, mais bon, admettons. C'est quoi la clé selon toi pour bien le vivre et pour réussir? Alors là, tout de suite, comme ça, sans vraiment trop réfléchir, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est le mot passion, tu vois, c'est de toujours être passionné de ce qu'on fait. Parce que si on fait ça clairement pour l'argent ou pour le côté famous ou le côté, je sais pas moi, entrepreneuriat, j'en sais rien, mais pour moi, c'est être passionné. Parce qu'à partir du moment où tu es passionné, tu pourras toujours te sortir de toutes les merdes. Et ensuite, je serais d'avis il y a toujours cette espèce d'histoire d'environnement positif, donc d'être entouré des bonnes personnes, des gens qui sont optimistes, des gens qui sont positifs, qui t'amènent quelque chose dans ta vie, une plus-value. Alors je te dis ça parce que
j'ai connu tellement de milieux différents, j'ai connu tellement de gens positifs autant que négatifs. J'ai tellement touché à tout que on m'a apporté beaucoup de positifs, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'athlète, mais on m'a aussi beaucoup apporté de négatifs. Comme tout le monde, je pense, mais ça, je ne l'ai jamais caché. Je ne dis pas qu'on a voulu me mettre plus bas que terre, mais franchement, j'ai connu des périodes très difficiles où avec le côté humain qui n'allait pas du tout. Donc, je pense que maintenant, avec le recul, quand tu es bien entouré, quand tu es dans un environnement qui est positif, avec des gens qui te mènent, qui te poussent vers le haut et quand tu as un projet, qui te disent mais c'est génial, vas-y, fonce, je suis avec toi, ce sera toujours plus agréable de parcourir ce chemin en fait. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je le vois. Après, pour ce qui est de gérer les trois, ça c'est tout, enfin, tu vois, de tout gérer, d'être entrepreneur, d'être coach, d'être athlète, pour moi c'est un peu plus problématique parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux vraiment réussir juste quelque chose, tu dois choisir une route en fait. Donc moi demain je veux être the athlète, tu vois, si je veux vraiment toucher le haut niveau et être la meilleure des meilleures, il va falloir que je mette un petit peu de côté le reste et que je fasse un gros focus là-dessus. Moi c'est comme ça que je le vois. Le problème c'est que je suis pas du tout comme ça. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de toucher à tout pour me sentir vivante et pour me sentir successful, enfin tu vois, genre vraiment me sentir en succès. J'ai besoin de toucher à tout parce que c'est ça qui me permet de m'épanouir. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on va forcément te reprocher de ne pas t'impliquer à fond dans quelque chose. C'est pas possible, en tout cas à mon sens, de s'engager sur plusieurs domaines à fond la caisse. En tout cas, à mon sens, c'est pas possible. On va forcément y laisser des plumes. Et tu auras quelques frustrations. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de travailler dans le milieu du CrossFit, parce que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de concessions, beaucoup de travail. Et même si au-delà du fait que j'étais une grande passionnée, je suis aussi un peu une égoïste et j'ai besoin aussi de penser à mon bonheur. Et ça, je ne l'ai jamais caché. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est développer des choses par moi-même et m'entraîner pour mon kiff, quoi. Donc du coup, je ne pouvais pas non plus donner tout mon temps parce que j'étais pas toute seule sur le projet, donc je ne me sentais pas de continuer sur cette voie-là. J'avais besoin de me développer toute seule. Voilà. Moi, je te comprends. En fait, je pense que c'est une envie légitime d'être polyvalent, tu vois. Sauf que quand tu sais que tu es polyvalent, le principe de ça, c'est que tu fais un peu de tout et tout un peu. Exactement. Et soit tu es à l'aise avec le fait que c'est pas forcément péjoratif, parce que moi je connais des gens qui sont très curieux de plein de choses et qui sont très intéressants et qui m'ont appris beaucoup de choses sur plein de domaines juste parce que voilà, ils vont pas supporter de discuter d'un projet, enfin, ou d'un sujet et de pas savoir, de pas le comprendre, tu vois. Ils vont aller se renseigner tout de suite et ça tout au long d'une vie, forcément ça te fait emmagasiner un nombre de compétences qui est hyper impressionnant. Après, c'est vrai que si tu veux te dire, moi j'aime la polyvalence, mais je veux être la meilleure française, ou alors j'aime la polyvalence, mais je veux être une entrepreneur qui réussit, qui ouvre sa box, qui cartonne, effectivement, tu pourras, je pense, pas t'impliquer autant sur les autres domaines, et c'est un peu pour moi avoir les yeux plus gros que le ventre. Tu parlais de frustration, c'est exactement ça. Après, du côté s'entourer de gens positifs, moi c'est hyper intéressant et c'est marrant parce que tu vois, j'ai l'impression que je dis beaucoup cette phrase en ce moment, mais du coup je discute avec plein de gens, donc c'est pour ça. Je discutais avec quelqu'un et on se mettait d'accord sur le fait que quand tu arrives près de la trentaine, je trouve qu'il y a un break qui se fait. Moi je le ressens vraiment depuis 1 an. Bon, c'est très bizarre, hein, c'est un peu cliché, mais j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui se fait un petit peu, et c'est sans jugement aucun, hein, mais entre les gens qui, tu vois, ont fini leurs études ou autres, et ils se sont laissés un peu porter, ils s'amusent, tu vois, ils kiffent. Alors que quand tu approches de la trentaine, tu as déjà des gens qui ont accompli pas mal de choses. Et je parle pas d'argent, hein, je parle vraiment juste de faire des projets, de réussir ou de se planter 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et il y a des gens comme ça avec qui maintenant je m'assois autour d'une table et je sais qu'on peut discuter pendant 3 heures et qui sont super intéressants, qui vont m'apprendre des trucs, qui vont me donner envie de rentrer chez moi et d'aller regarder ça sur internet parce que ça m'avait semblé cool, tu vois. Et je m'assois aussi à table avec des gens qui n'ont pas eu toutes ces démarches-là, qui n'ont pas forcément grand-chose à raconter et qui, voilà, si on est un peu dans le cliché, ils vont me parler des autres et de ce que font mal les autres.
Exactement. Et en gros, j'ai l'impression que voilà, quand tu approches de la trentaine, tu plus que ces 2 types de personnes. Des gens qui accomplissent des trucs et des gens qui, pour l'instant, voilà, ils sont restés un petit peu en stand-by, quoi. Et ceux qui accomplissent des trucs, c'est incroyable à quel point ils te tirent, toi, vers le haut, dans plein de domaines. Je leur dis, hein, parce que c'est pas la première fois, mais depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai rencontré plein de gens super cool avec qui ça a été génial de discuter et j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement aussi. Le message, c'est de me dire, il n'y avait pas ça avant, donc c'est quand même cool, il faut continuer. Et c'est de se dire, ce qui est cool, c'est que c'est toujours positif, quoi. C'est pas du débat pour critiquer la prog de machin ou le comportement de bazar ou même parler de, tu vois, de tout ce qui peut être un petit peu conflictuel, mais c'est constructif, c'est sympa, ça donne de l'info, Mm. on rigole, on se marre, on est là pas pour se prendre au sérieux. Et clairement, moi, j'ai plus envie de côtoyer des gens qui vont me parler d'une autre personne dans la boxe ou qui vont me raconter des potins ou qui vont... J'ai plus envie, tu vois. Et j'assume ne plus avoir envie de voir certaines personnes parce que c'est pas se servir des autres, mais c'est simplement qu'elles t'apportent tellement plus rien que tu te rends même plus compte qu'elles ont un impact négatif sur toi. Parce que comme elles ont rien à raconter, tu te retrouves à avoir des discours négatifs avec elles parce que sinon, il n'y a pas d'autres sujets de conversation possibles. C'est ça. Alors que toi, tu as évolué dans une autre direction. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je m'en suis vachement éloignée de ce type de personnes. En plus, moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Donc, autant avant, j'étais pas du tout diplomate et je prenais pas de pincettes. Et du coup, j'envoyais tout péter et j'étais très réactive, très spontanée, tout ça, tout ça. Autant maintenant, voilà, j'ai juste trié en fait. Et en fait, c'est automatique. Je m'approche plus de ces gens-là. Mais ces gens, même automatiquement, ne s'approchent plus de moi parce que ça m'intéresse pas et parce que moi, je suis en train de grandir. Il se passe plein de choses. Il se passe vraiment plein de choses. Et moi, là, ce que tu dis, cette histoire de 30 ans, je l'ai maintenant, en fait. Moi, j'ai toujours été décalée par rapport aux autres. Je l'ai eu à 33, 34. Et c'est un process, tu vois. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis là-dessus. Et il se passe plein de choses. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent et je suis en train de m'éloigner de tout ça. Je prends de la hauteur et je me dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est bien. J'ai appris, j'ai fait des choses, mais tout ça, c'est terminé. Je suis plus que celle que j'étais avant. J'ai vraiment grandi et comme tu dis, c'est le fait aussi de se rapprocher des gens aussi qui ont plus de 30 ans et de voir eux ce qu'ils ont fait par rapport à leur parcours, par rapport à leurs erreurs, leurs expériences. Et en fait, c'est plus ça maintenant, moi, qui m'attire plutôt que, voilà, tu vois, les pseudo-histoires dans les box ou ce qui se passe sur les réseaux. Voilà. J'essaie vraiment de me détacher et de prendre de la hauteur et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est comme ça que tu te construis. Ah, mais clairement, ça te change pour le meilleur, hein. Moi, je le vois. Je suis beaucoup plus sensible maintenant à encourager les autres quand ils font un truc positif ou que je trouve bien, que j'admire, parce que je sais à quel point c'est important quand on se lance dans des trucs, on doute beaucoup et avoir des retours positifs, c'est hyper important. Et comme j'ai la chance d'en recevoir, j'essaie beaucoup plus d'en donner aussi maintenant. Alors qu'avant, c'est pas que je m'en foutais, hein, loin de là, mais j'y pensais pas, simplement. Alors que maintenant, je me dis, non, on sait le risque que les gens prennent quand ils entreprennent, quand ils ouvrent une salle ou autre. On sait la difficulté que c'est de se lancer dans des projets X ou Y, lancer sa prog, ou lancer ses séminaires. Enfin, j'essaie d'appliquer ça au CrossFit et à l'haltéro, mais en gros, des gens qui prennent des risques et qui font des choses. Et je trouve que voilà, je suis beaucoup plus sensible à ça maintenant, à essayer d'avoir un impact positif sur les gens. Et en plus, pour le coup, moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui me le rendent super bien. Et c'est une spirale hyper positive. Oui, mais c'est un peu c'est pour ça, moi, que j'ai une attache très particulière aux États-Unis parce que j'ai eu un déclic là-bas quand je suis partie vivre. J'avais 22 ans, je crois, 21, 22 ans. Et quand je suis partie là-bas, j'ai eu un déclic dans vraiment ma vie. J'ai eu un espèce de booster qui m'a mis une claque où j'ai vu aux États-Unis que les gens étaient très... déjà, ils sont très avenants, ils sont très positifs. Tu entreprends quelque chose, c'est les premiers à lever les bras et à t'encourager et à te pousser et à t'aider. C'est incroyable. J'ai vraiment une attache particulière à ce pays parce que ça a tellement été motivateur dans ma vie, dans mes projets, dans mes rêves. Faut savoir qu'à la base, je suis partie vivre aux États-Unis parce que je voulais concrétiser le rêve. C'est complètement ridicule, mais je voulais aller voir... je sais pas si je peux le dire, mais bon, bref, j'étais une grande fan de Dawson, la série, quand j'étais jeune. Et pendant des années en France, je disais, moi, un jour, j'irai là-bas, j'irai voir la maison de Dawson. J'ai une relation qui est très particulière
avec cette série. Et pendant des années, tu vois, en France, les gens, ils se sont moqués de moi. Parce qu'ils me disaient, non, mais t'es ridicule avec ta série, quoi. Tu nous casses les bonbons avec ça. Mais c'est n'importe quoi. Tu vas pas aller là-bas pour voir une maison. C'est ridicule. Bah, écoutez, à l'époque, c'était mon rêve. J'avais 15 ans. Et j'y suis allée, j'avais 21 ans. Et j'ai réussi. Et pour moi, ça a été un moment clé de ma vie. Et parce que là-bas, on m'a encouragée. Je racontais ça aux gens et les gens, ils me disaient « Oh my God !» Ils étaient là, mais c'est trop cute, c'est génial. Mais vas-y, mais traverse les États-Unis. Et j'ai traversé, mais j'ai roulé je sais pas combien d'heures en voiture et j'ai passé tout un week-end à la chercher cette maison parce qu'elle n'existait pas, parce qu'ils voulaient pas me dire où c'était. Et j'ai passé tout un week-end sur des plans sur Internet avec des plans de vue, des choses comme ça pour trouver cette baraque. Et ça a duré 3 jours cette histoire. Et quand je l'ai trouvée, mais je me suis dit, mais c'est dingue. J'ai mis tellement j'ai investi tellement de temps, tellement d'amour dans ce projet, et je l'ai fait. Et tu vois, pour moi, voilà, c'est un peu le American Dream. Et le problème, c'est qu'en France, les gens, ils te tirent plus vers le bas que vers le haut. Et moi, ça, c'est terminé. Je ne peux plus m'entourer de ce type de personnes. C'est pour ça que je les fuis. Et si tu veux être dans mon entourage, il faut que tu sois, pas comme moi, mais il faut que tu sois optimiste. Parce que la vie, on n'en a qu'une. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de râler. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. On n'a pas le temps de juger les autres. On n'a pas le temps de râler. On n'a pas le temps de blâmer les autres pour ta réussite ou pour tes échecs. Tu prends ce qu'il y a à prendre et tu avances. C'est ta vie, t'en as qu'une. Donc, je te dis, maintenant, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, tu vois, je pense que souvent, t'as un comportement un peu contrarié, disons, quand t'as pas confiance en toi. Et on sait tous que la confiance en soi, c'est long, c'est un processus qui prend du temps. Et des fois, il suffit d'un petit rien pour que ça baisse ou que ça disparaisse complètement. C'est assez difficile. Pour moi, vraiment, ce qui marche bien, c'est voilà, de faire des projets, d'être en mouvement, tu vois, de créer des trucs, pas forcément de créer vraiment des choses, mais tu vois, de faire quelque chose, de t'accomplir, de voir le résultat et de te dire bon bah voilà, je suis capable de faire ça, c'est génial. Bon bah je vaux quelque chose, tu vois, c'est un peu, je résume un peu bêtement, mais et si tu fais ça régulièrement, que ce soit sur, je sais pas, refaire ton jardin, lancer une société ou te mettre au scrapbooking, j'en sais rien. Le fait de faire des choses, de s'accomplir, de voir qu'on peut créer, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça te donne confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, tu es beaucoup plus facile à vivre, tu as un rapport aux autres qui est beaucoup plus sain, je trouve. Parce que moi, des fois, je vois des gens qui sont voilà, pas dans des situations personnelles peut-être un peu compliquées et qui m'échappent, mais qui ont des comportements difficiles. Et je me dis, en réalité, je peux rien pour eux, tu vois, c'est un processus interne. Et je pense que tu es vraiment le seul maître à bord, quoi. Clairement. Exactement. Bah, de toute manière, moi je suis désolée, hein, mais je l'ai toujours dit, dans la vie, tu es seule. Hein. Oui, tu prends ce qu'il y a à prendre autour de toi, des choses positives, des gens positifs, des gens qui t'entourent, ta famille, tes amis, mais au final, tu es tout seul dans ton corps, dans ta tête, et là où tu veux aller, tu y vas tout seul, quoi. Donc, tu prends ton courage à deux mains et tu y vas, quoi. Ouais, clairement. Je vais revenir un petit peu sur les sujets des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'avec les filles, on en parle généralement pas mal, parce que bizarrement, on est toutes dessus, activement, et en même temps, on est toutes agacées par les dérives qu'on y voit. Bon, parce que c'est un monde qui repose énormément sur les apparences, mais quel conseil tu donnerais aux femmes aujourd'hui qui souffrent un peu de cette comparaison constante, et comment faire pour avoir confiance en soi et lâcher un peu prise vis-à-vis de tout ça? Bah, c'est un peu bateau ce que je vais dire, parce que je vais dire certainement ce que tout le monde dit déjà, c'est que ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas la réalité. Ce qu'on voit, c'est forcément l'instant T, c'est-à-dire le moment où la personne elle est à son apogée, où elle est à son sommet de sa performance, de son physique, voilà, c'est quand tu es dans une good mood, bah, tu le mets en avant, quand tu as un joli body, bah, tu le mets en avant, quand tu es dans un moment de ta carrière où tu as des belles perfs, bah, tu les mets en avant, c'est normal. Après, voilà, on est comme tout le monde traverse des étapes dans sa vie, tout le monde a son moment de gloire, entre guillemets, tout le monde a ses moments, on va dire, de doute, tout le monde a des échecs, donc voilà, ça pour moi c'est classique. Après, moi, là, le conseil, éventuellement, ce que je pourrais donner, c'est de se donner, tu sais, des limites à observer ces réseaux. C'est-à-dire, ok, c'est bien,
parce que voilà, moi je les utilise parce que ça m'aide à développer mon entreprise, ça m'a permis de faire plein de choses, ok. Mais par exemple, là aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je m'impose, tu sais, des créneaux en fait, de se dire, c'est parce que j'ai eu, il y a quelques temps, j'ai eu la bonne idée de regarder combien de temps je passais dessus. Et quand j'ai vu que je passais plus de 8 heures par jour, euh, là j'ai dit, c'est pas possible, ça c'est interdit. C'est fini, tu vas réduire. Et en fait, je me suis imposée, tu vois, j'ai commencé à dire, ok, bon, bah, la semaine prochaine, tu passes à, on va dire, 7h, 7h30 maximum. Tu vois ce que je veux dire, progressivement. Après, des jours où oui, forcément, tu vas être productif sur les réseaux, donc tu peux passer du temps. Mais grosso modo, tu dois t'imposer des temps d'arrêt, vraiment des vrais temps d'arrêt sur les réseaux. Donc ça, c'est la première chose. Moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, quand je travaille, je mets mon téléphone en mode avion. Donc, je me l'impose parce que je me dis, ça me permet de me concentrer sur une tâche et pas, je suis en train de penser à quelque chose, je reçois une notification, je reçois un message, je reçois un mail, je reçois un appel. Donc ça, et après, pour revenir encore sur ces histoires de réseau, de filtrer, c'est-à-dire que moi, je me suis désabonnée de plein de choses inutiles. Les gens qui ne m'apportent rien, déjà, des comptes qui ne m'apportent rien, des comptes qui me font douter moi, en fait, je les enlève. Si c'est pour voir des perfs toute la journée de quelqu'un, si c'est pour éventuellement regarder sa technique parce que ça m'intéresse, ok. Mais si c'est pour constamment voir que cette personne, elle fait des perfs et que moi, là, actuellement, je suis blessée, je suis fatiguée, je suis pas motivée, j'ai d'autres projets, je peux pas m'entraîner, j'ai envie de m'entraîner, mais je peux pas. En fait, ça, c'est nocif, donc je filtre, donc j'enlève et du coup, ça épure. Et j'essaye aussi de m'ouvrir à d'autres styles de compte et pas que d'avoir un feed 100% CrossFit, par exemple. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. C'est juste de limiter ton temps sur les réseaux, d'ouvrir un peu plus ton axe, pas uniquement sur ce que tu es en train de faire dans ta pratique sportive, mais sur plein d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres milieux. Il n'y a pas que le CrossFit sur Instagram. Et, et puis toujours garder les pieds sur terre en se disant, la personne qui est en train de montrer ses perfs, ou en tout cas son côté waouh, et ben dis-toi que cette personne, dans la journée, elle a vécu 1000 émotions comme toi, et elle a des hauts, elle a des bas, elle va bien, elle va pas bien, aujourd'hui elle fait ça, demain elle va se blesser, ou demain elle va pas du tout s'entraîner, ou voilà, tout simplement. Arrêtez de suivre des comptes des gens que vous n'aimez pas, Ah juste ouais. pour aller voir ce qu'ils font. Ça vous rend pas service. Non, complètement. Quand j'ai fait du tri, je me suis dit, waouh, j'en ai enlevé beaucoup. J'ai même eu des gens, tu vois, qui m'ont dit, ah ouais, mais tu suis plus elle, tu suis plus lui. J'ai dit, mais en plus, je sais pas du tout contre cette personne. C'est juste que ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas, moi, à me développer. Et en fait, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 35 ans et ma recherche, c'est mon développement à moi, mon développement personnel. Mes projets, mes envies, ma carrière, mes ambitions, mon bien-être, mon mindset, mon alignement, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Ouais, ça m'aide pas. C'est pas contre la personne. La personne, je la côtoie, je lui dis bonjour, je l'aime bien, il n'y a pas de souci, elle est gentille. Mais là, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. non, mais tu vois, même dans ton rapport aux autres, je pense que quand tu commences vraiment à comprendre et à l'intégrer de façon automatique, que les gens, ils font rien contre toi, mais ils font toujours les choses pour eux, bah déjà, tu te détends un petit peu. Parce que tu arrêtes, tu vois, de te sentir dans des situations où t'es pas très à l'aise, à avoir l'impression que c'est un acharnement ou que c'est... tu vois, on dit beaucoup aux gens, bah, tu te victimises, etc. Mais c'est normal, puisque quand t'es mal dans ta peau ou quand C'est t'as vrai. un petit manque d'estime, quand il se passe un événement négatif, t'as toujours l'impression qu'il a été d'une façon ou d'une autre dirigé contre toi. Et je trouve que rapidement, quand t'as compris que les gens, ils font pas ça contre, mais pour eux, bon, bah, tu comprends parfois pourquoi les gens ont telle ou telle réaction. Puis en fait, il en a rien à foutre de moi. C'est juste parce que, bah, pour lui, c'était mieux de faire comme ça. Et ça t'aide aussi, je trouve, un peu à relativiser et d'arrêter de se sentir un peu au centre des trucs et tu vis tout un peu mieux, quoi. Exactement. Donc du coup, je continue un peu là-dessus. Je pense que tu en as conscience sur les réseaux sociaux ou autres. Tu as quand même une certaine notoriété. Parce que tu as une crédibilité aussi que tu as construite au fur et à mesure des années dans le domaine du CrossFit et même un peu plus largement. Parce que là, je suivais aussi tes lives pendant le confinement et je pense qu'il n'y avait pas que des CrossFitters qui Non, devaient c'est vrai. faire ça et c'est vachement cool. Mais du coup, si tu devais résumer
quelles sont toi tes valeurs, enfin qu'est-ce qui est Mmh. important pour toi et qu'est-ce que tu aimerais véhiculer? Qu'est-ce que si je rencontre quelqu'un demain qui te suit sur internet et que je lui dis pour toi Jessica Vetter, c'est Mmh. quoi? C'est qui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il réponde? Oh là là. Ah là là. C'est pas facile ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise? Bah écoute, j'aimerais bien qu'on me définisse déjà en tant que sportive. Oui, crossfiteuse, éventuellement. Euh, que j'ai un feed un peu drôle et drôle sur le côté où bah, j'ai envie que les gens ils disent bah, c'est une fille qui se prend au sérieux dans ce qu'elle entreprend, mais qui, elle, ne se prend pas au sérieux, en fait. Elle prend la vie comme elle arrive, elle est capable de se moquer d'elle, elle est capable aussi de s'impliquer dans des projets, dans des... Voilà, elle a décidé d'être compétitrice, je le prends au sérieux. Mais ça n'empêche pas d'être à côté, avoir un côté décalé. Tu vois, souvent les gens ils me disent « Ah ben oui, mais toi tu passes ton temps à rigoler, à danser. » Ben, c'est comme ça que moi j'arrive à gérer mon stress, c'est comme ça que j'arrive à gérer ma pratique. Et je pense que c'est ça que les gens ils apprécient chez moi, je pense. Hein. Il y a ce côté, oui, peut-être je suis crédible parce que j'ai fait des résultats, j'ai toujours été honnête envers les gens. Voilà, c'est un vrai compte. J'essaye de ne pas faire des choses fake. Mais j'ai envie voilà, que les gens ils disent voilà, elle est sérieuse, c'est une vraie compétitrice, euh, elle fait ce qu'elle peut, mais elle se prend pas au sérieux. Elle sait déconner, elle sait s'amuser, elle sait se relâcher, elle sait se détendre, elle sait boire un coup, elle sait faire la fête, elle sait faire une nuit blanche, mais ça n'empêche pas qu'elle a son côté aussi sérieux. Donc voilà, moi mes valeurs, c'est le travail, clairement. Pas de prise de tête, ça aussi. Et le côté passionné. Voilà. Moi, je pense que je suis une passionnée de la vie, du sport, de tout ce que la vie peut nous amener. C'est-à-dire que ce soit le bon ou le mauvais, je prends. Franchement, je prends. Je n'aime pas les gens qui se plaignent. Je n'aime pas les gens qui se dénigrent et qui disent ah oui mais moi je sais pas faire ça, mais moi ça j'y arrive pas, mais moi là je suis nulle. Non, ça j'aime pas. Tu prends ce que tu as à apprendre et tu fais avec, et puis tu bosses autour de... Il y a quelque chose qui va pas, bah tu bosses autour, quoi. Hmm. Donc, est-ce que tu serais pas la bonne copine bosseuse et, et sympa? Ouais, peut-être. Oui, j'aime bien, parce que c'est vrai que, tu vois, les gens, des fois, bah, je réponds aux gens, je fais ce que je peux, tu vois. C'est vrai que j'ai un côté accessible, je pense. Je pense, hein. Et j'ai envie de le garder parce que il y a personne qui est au-dessus de personne, en fait. C'est pas parce que demain, je te dis au hasard, je gagne les games. Genre, je suis ultra famous. Genre, je suis ultra professionnelle. Je marche pas sur les autres. Tu pourras toujours venir me parler. Je serai toujours accessible, j'aurai toujours un mot gentil, j'aurai toujours. Voilà, c'est ça. Je peux être la bonne copine pour tout le monde, en fait. Pour que ce soit des sportifs, des non-sportifs, les gens qui font de la muscu, des gens qui font du fitness, les gens qui font de la zumba. Fais ce que tu as envie de faire, et moi, je cracherai jamais sur ce que tu fais ou qui tu es. Hmm. Bah, c'est bien, que des bonnes vibes au final. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ce que les gens, c'est ce dont les gens ont besoin, tu vois. Je veux Oui, dire, moi, quand j'allume les peut-être, réseaux oui. sociaux, c'est ce que j'ai envie de voir. Des gens sympas qui vont me motiver, mais dans le bon sens, tu vois, avec lesquels il n'y a pas forcément de rivalité malsaine. Mm. J'ai envie de rigoler. Je suis plein de comptes de crossfitters Mm. qui font les games et qui sont hyper décontracts, tu vois. Ouais, il y en a pas beaucoup, je trouve. Ouais, mais c'est ceux-là, tu vois, qui me marquent le plus, par contre. Ah, ben tu vois, ça c'est intéressant parce que moi aussi j'en suis un peu moins qu'avant, mais je les suis toujours. Mais c'est vrai que j'essaie de toujours de regarder des comptes où les mecs, putain, ils sont balèzes, ou les meufs aussi, et en fait ils sont pistes, tu vois, sur leurs stories, où ils montrent des photos complètement spontanées de choses qu'ils sont en train de faire, d'un mindset qu'ils ont à ce moment-là, à l'instant T, tu vois, ça m'intéresse. Plutôt que toujours, tu vois, la photo travailler, le texte travailler, la story retoucher, machin. Mais attention, hein, je dis pas que je le fais pas, hein. J'essaye juste de, tu vois, d'équilibrer moi, entre les deux, et je me dis, je pense que il faut montrer la réalité, mais il faut aussi respecter justement ce que tu représentes.
Parce que Mmh. moi, si je m'écoutais, mais moi, tous les jours, je serais en train de faire des stories de conneries, tu vois le problème. Le truc, c'est que mais je peux pas me permettre parce que je me dis, bon, attends, Jess, il faut quand même que tu respectes une petite ligne de conduite en te disant, ben voilà, tu es une athlète. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois sérieuse, mais ça veut dire que j'ai pas non plus envie de rentrer dans la case où je passe mon temps à raconter tout ce que je fais, tout ce que je vis et tous mes délires. Et voilà, je veux juste, j'ai cette envie aussi de continuer à respecter mes valeurs. Je donne, mais j'ai aussi besoin de mettre une barrière et de me protéger de ça, quoi. Ah, moi, je comprends. Après, c'est vrai que moi, c'est ce que. Enfin, après, c'est plus perso, mais moi, c'est ce que j'aime quand je suis des comptes CrossFit ou haltéro. J'aime soit voir des beaux gestes, parce que je regarde et j'essaie d'identifier, j'essaie de comprendre et puis j'essaie de reproduire. Soit j'aime les trucs humoristiques. Moi, j'adore Lucas Sockberg pour ça, parce que je le trouve très marrant et pourtant il est très très fort, hein, donc comme quoi ça n'a pas de rapport direct. Non. Mais je le trouve très décontracté. C'est vraiment une bonne impression que ça me fait. Et puis j'aime bien aussi quand certains athlètes partagent un peu de vulnérabilité, à un sens, tu vois, parce que évidemment, bien sûr que personne va faire ça toute la journée. T'es pas là pour montrer que tu vas mal et voilà. Mais des fois, c'est vrai que on partage tellement voilà de physique parfait que quand tu as aussi quelqu'un qui dit ben non, ben moi des fois j'ai des moments difficiles et voilà comment je gère. Moi je trouve que ça aide, je trouve que ça démystifie un peu et ça fait du bien. Et à l'inverse parfois, alors ça c'est très personnel, hein, ça n'engage que moi, mais je suis agacée parfois de voir la notoriété que certaines ou certains ont sur internet et de me dire que ça se résume à montrer leur corps parce que je me dis putain, c'est tellement dommage d'être capable de faire autant de choses, d'avoir un tel impact et de se dire ok ben tout De ce que j'ai s'arrêter à choisi de ça. vous montrer c'est mon corps. Parce que je trouve que c'est pas très, je suis pas féministe, mais tu vois, c'est pas très moderne de se dire aujourd'hui on veut être l'égal des hommes, etc. Mais regardez quand même mon cul, quoi. Je trouve que Je suis c'est d'accord. triste. Moi, ça me plaît pas. C'est pas ce que je recherche. Je suis d'accord. Bah, surtout si tu prônes les valeurs du sport qui sont clairement pas que le physique. Et oui, comme tu dis, c'est dommage En plus, il y a des super athlètes qui malheureusement font ça, mais c'est dommage, comme tu dis, parce qu'ils ont une énorme communauté et de pas la mettre à profit pour des choses un peu plus profondes, quoi. Et à l'inverse, après, tu vois, moi je me dis ça et en même temps je constate de moi-même qu'il y a des gens qui le font très bien et ils sont moins suivis parce que ben, bizarrement les gens ils ont quand même envie de voir des petits culs sur internet. Oui, mais attends, mais moi aussi, hein, moi la première, hein, moi je trouve ça très appréciable à regarder, des jolis corps, parce que on est des filles, on va pas se le cacher, on n'a pas envie d'être, tu vois, moi j'ai envie d'être en bonne santé, maintenant si je suis pas dégueu physiquement, je prends, quoi. Donc c'est Ah agréable, oui, bien sûr. c'est agréable aussi à suivre, ça motive, hein, attention, hein. Moi il y en a, ça me motive, je me dis, allez c'est bon, t'as vu, elle sort de blessure, elle a plus de 35 balais, mais elle est là, quoi, elle est encore là et tout, je me dis, bah voilà, moi ça me booste, de me dire... elle est capable de rebondir. Voilà, c'est un booster. Donc oui, il y a à apprendre, mais tu peux montrer autre chose, quoi, effectivement. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est juste arriver à se marketer, entre guillemets, de la bonne façon. Parce qu'à l'inverse, hein, exactement comme tu disais, moi, je trouve que voilà, t'es une jolie fille et puis t'es en short. Il faut pas non plus avoir honte et de se dire, voilà, ça va donner une image négative. Ou alors, bien sûr, que c'est plus compliqué que ça. Et il faut arriver à trouver le juste milieu. Après, je pense que c'est très personnel. C'est qu'est-ce que tu as envie de communiquer. Tu as des gens qui ont envie de communiquer voilà, juste leurs entraînements, peu importe la façon dont ils sont habillés d'ailleurs. T'en as qui ont envie de communiquer de façon beaucoup plus large sur comment ils s'entraînent et qu'est-ce qu'ils ressentent, leurs difficultés, leurs bons moments. Enfin voilà, t'as plein Oui, non, d'approches différentes. Hein. mais c'est pour ça il faut faire le trip, savoir qu'est-ce que tu recherches. Et il y a du bon à prendre sûrement chez tout le monde, attention. Mais après, moi, tu sais, je peux pas trop parler parce que c'est vrai que sur les réseaux, ça m'arrive de poster, je suis en maillot, je suis en poum short, je suis filmée de dos. Mais après, voilà, ça, je l'ai jamais caché. J'ai jamais craché sur les filles qui le font parce que je le fais aussi à petite dose, j'espère. Et après, comme je me dis, attends, Jess, t'as 35 ans. T'es pas dégueu, t'es plutôt cool dans ta vie, t'es plutôt à l'aise, tu peux te permettre d'assumer et de le montrer parce que déjà ça peut montrer l'exemple et ça peut booster tout le monde, enfin les filles. Et puis en même temps je me dis, Jess, t'as 35 ans, à mon avis à 50-60 ans tu feras plus ça, donc fais ce que tu veux, Oui. quoi. Je ne peux Non, pas mais je faire pense ça à que 50 ans, quoi, tu vois. non, mais je pense que tu as exactement résumé le truc. Hein. Il faut juste s'assumer
Et tu communiques de la façon dont tu as envie de le faire, quoi, Mmh. en fonction de tes valeurs, en fonction de ce qui compte pour toi, ou même parfois de ce que tu as envie de montrer, hein. Je sais que moi, je connais des gens qui sont adorables, qui sont très, très marrants dans la vraie vie et sur Mmh. les réseaux sociaux, ça se voit pas. Tu vois? Il y a pas C'est vrai. toujours question que de corps, tu vois? Mmh. Tu as Parce qu'ils raison. ont pas envie de ouais, ils ont pas envie d'y passer du temps, et à l'inverse, tu as des gens qui mettent beaucoup leur physique en avant sur les réseaux sociaux et quand tu les rencontres dans la vraie vie, tu te rends compte qu'en fait, ben, ils ont bien plus de choses à raconter que ça, quoi, tu vois? Donc Non, non, c'est vrai. C'est le problème des réseaux, c'est que il y a quand même tu une connais pas les grosse gens à ouais, c'est travers les ça. réseaux. C'est pour ça. Les gens, ils se permettent souvent de juger. Bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, comme ce qui se passe en ce moment, tu sais, Mmh. dans le monde du CrossFit avec, l'histoire de Greg Glassman, le tweet, bref, les gens se permettent souvent de juger très facilement, à cœur ouvert et sur l tu sais, à réagir très vraiment, comme ça d'un À coup, chaud. à Mmh. chaud, juste d'après un post, d'après une image, d'après quelques autres messages et waouh, quoi! Mais prenez du recul, posez-vous, arrêtez d'interpréter les choses, arrêtez de penser à la place des gens, arrêtez de juger quand vous connaissez pas les gens, tu vois? Les gens, les choses, les histoires, parce que ça peut tellement détruire quelqu'un, enfin bref, c'est une aparté, mais il se passe beaucoup de choses et franchement, à mon avis, des fois, c'est lourd à porter, quoi. Ah mais c'est clair. Tu peux pas, tu connais pas les gens via les réseaux sociaux. Non, non, non. C'est clair et net et à l'inverse, les gens qui sont très exposés, pour le coup, moi je le vois quand je travaille un peu, ça m'est arrivé avec certaines box sur de l'accompagnement un peu en Mmh, com, sur des missions ponctuelles. Il faut pas avoir, honte non plus de savoir qu'on est un personnage public, toute mmh, proportion gardée évidemment, hein, ça fait pas de toi tu pas Johnny Hallyday, mais il faut savoir aussi, se définir. Voilà, moi je veux parler, mes valeurs principales, c'est celles-là, je veux les montrer mmh, et le reste, je le montre pas. Pas parce que ça n'existe pas ou que je veux le cacher, mais c'est juste mmh, que voilà, il faut arriver aussi à avoir une approche professionnelle presque des réseaux sociaux mmh, et pour te protéger et à l'inverse aussi parfois pour prendre conscience de l'importance du discours que tu vas dispenser. mmh. Alors effectivement, quand on parle de CrossFit, tout est disproportionné, c'est mondial. Mais même à titre perso, hein, tu vois, tu as des gens qui vont parfois tenir des propos, où tu as des débats, Ouais, il faut réfléchir avant d'écrire certaines choses quand même, c'est ça. ça t'en dit pas. Mais après, voilà, moi, tu vois, je suis pas parfaite, j'ai fait des erreurs aussi, hein, dans le passé, mais maintenant, voilà, juste, j'essaye de prendre un peu de recul et de réfléchir et des fois de me dire: «Fais attention parce que tes mots, vont avoir quand même de l'importance peut-être dans les oreilles de certains». Donc ça peut résonner, voilà. Des fois, tu sais, tu penses quelque chose et quand tu l'écris, les gens, ils l'interprètent d'une manière différente. Bref, voilà, mais c'est pour C'est pour ça. ça que c'est un vrai métier, hein, quelque part, tu vois? Dès que tu as une grosse communauté, Mmh, tu plus seulement une personne, hein, tu es un professionnel de la communication, quoi qu'on en dise, hein. mmh, Même si, les gens ont envie de s'en défendre parce qu'ils vont se dire que ça voudrait dire que c'est des marketeurs et qu'ils ont pas envie de ça. En réalité, c'est un petit peu ça. Toi, quand tu publies, tu représentes aussi, ton entreprise, enfin ton programme Extra Gym. mmh, Quand tu publiais avant, tu représentais aussi ta box. Donc, mmh, mine de rien, exactement. il faut avoir conscience de cette responsabilité-là et réfléchir à ce que tu veux en faire. C'est compliqué ces histoires de réseau. Comme tu dis, je pense qu'il faut avoir un peu, il faut garder un côté professionnel et comme tu dis, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est quand tu dis rien et qu'on te pousse un peu à dire les choses. Tu vois? Là, Mmh. par exemple avec tout ce qui se passe, tu as l'impression qu'il y en a qui parlent, mais parce qu'ils se sentent un peu, poussés par certains commentaires, par une espèce de pression médiatique, tu sais? «Pourquoi tu dis Mmh. rien? Pourquoi tu dis rien? Il faut que tu choisisses un camp». C'est, comme tu dis, voilà, il faut rester professionnel et en même temps, tu as l'impression de devoir quelque chose à des gens, quoi. Non, mais là, c'est un sujet C'est super compliqué, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je suis persuadée qu'on sait pas la moitié de Bien ce qu'on sûr, devrait réellement savoir bien pour sûr, pouvoir se faire un avis objectif. c'est pour ça. Donc, moi, très honnêtement, j'ai regardé ça de loin, Mmh, et de moi-même, hein, très, très honnêtement, j'ai lu certains trucs, j'ai eu l'impression de façon, inconsciente de prendre parti mmh, et puis après de lire d'autres choses, de changer un peu d'avis mmh, et j'ai basculé dans plein d'états et puis après, il y a quand même un moment où je me suis dit: «Bon, concrètement, aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas d'impact». non. Quand la question se posera très concrètement, Mmh. je parle pas des sujets du racisme, hein, je parle Non, bien juste sûr, des influences de la communauté, bien disons sûr. sur, est-ce qu'il faut se L'affiliation, exact. déshabiller, Mmh, s'habiller, voilà, ce genre de choses. Et de se dire: «Bon, on va laisser un peu, d'eau couler sous les ponts, mmh, prendre un peu de recul, mettre les mains dans l'eau froide et on prendra une décision,
au moment où il faudra en prendre une. Et surtout pas, justement, comme tu disais, sur le coup de l'émotion, parce que Réagir à chaud, ah oui, puis tu peux clairement regretter et le mal est fait et c'est très difficile de revenir en arrière, hein. c'est pour ça. Mais je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, j'ai eu un peu. Moi, ça m'intéresse, donc tu sais, j'ai eu besoin d'aller chercher un peu les infos et j'ai essayé de me faire ma propre opinion, mais tout comme toi, j'écoute un peu de tous les côtés, et puis un coup, je prends parti à gauche, et puis un coup, je prends parti à droite, et puis après, voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça nous impacte, parce que pour le moment, on n'est pas, enfin, on est concerné sans l'être vraiment, tu vois, parce que moi, je ne suis pas gérante de boxe, mais je connais tellement de gens qui le sont. Donc, je pense à eux, tu vois, je pense à eux, je pense à moi, ce que ça m'a apporté aussi, tu vois. Je sais que je cracherai jamais dessus, quoi. Je pense que comme tout le monde adore la communauté, si on résume, Oui, voilà. évidemment, c'est perturbant ce qui se passe. Oui, voilà, C'est sûr. c'est ça, c'est juste que c'est perturbant et on peut pas se permettre de faire comme si de rien n'était. C'est juste ça, moi. Il se passe quelque Non, chose, il faut en prendre compte, et on a le droit de se positionner, de dire aussi nos opinions sans forcément prendre parti, quoi. c'est clair. Mm. Écoute, je vais te poser une toute dernière question. Yes. Je vais me recentrer encore sur ton auto-analyse de tout à l'heure. Si tu devais retenir quelque chose de ces 5 dernières années, alors ça peut être tout, hein, tu peux vraiment partir, soit des anecdotes, soit des leçons, enfin comme tu as envie, quelque chose que tu voudrais transmettre. Et quel est ton, alors j'ai appelé ça un mantra, mais en gros, voilà, quelle est ta ligne directrice pour la suite? Oh là là. Tu me poses des cols. Bon, c'est dur ça, parce qu'il faudrait vraiment que je me pose, tu vois. Il faudrait vraiment que j'y réfléchisse. Même si je pense que voilà, j'y réfléchis. Je pense que moi, avec le recul, tout ce qui m'est arrivé et les chemins là que j'entreprends, pour moi, c'est vraiment des leçons. J'ai appris beaucoup de leçons, déjà grâce au CrossFit, que ce soit d'un point de vue sportif ou d'un point de vue professionnel en tant que coach ou athlète. Et après, moi, ce que j'aime, c'est, en tout cas par rapport à tout ce que j'entreprends, ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment cette histoire de process, en fait. Et de me dire, voilà, je suis en train de gravir une montagne, parce que clairement, je suis comme tout le monde, j'ai des moments très difficiles. Et en fait, je me dis, voilà, il y a une montagne, et je sais pas par quel moyen, je sais que je vais l'atteindre, mais attention, parce que je sais que derrière, il y en a encore une plus grande. Et du coup, c'est comme ça que je me vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me prends un mur, je me dis attention, parce que tu vas réussir à t'en sortir. Voilà, ça va prendre le temps qu'il va falloir. Mais attention, parce qu'une fois que tu t'en sors, une fois que tu as réussi, derrière, il y a autre chose. En fait, c'est tout ce que m'a appris, on va dire, toutes mes expériences professionnelles ou sportives. C'est que toujours, il y a toujours quelque chose derrière. C'est jamais fini, c'est jamais acquis. Voilà, il y a toujours plus gros, il y a toujours plus grand. Et le problème, c'est que je me dis, à chaque fois que tu vises plus haut, eh ben forcément, tu te prends encore plus de coups, mais il y a encore des choses plus grandes derrière. Donc je me dis, tout ça, c'est un process qui va me faire grandir, et voilà, moi je crois au process. Je me dis, c'est pas pour rien que j'entreprends tout ce que j'entreprends, c'est pas pour rien. Donc on y va, il va y avoir des difficultés, mais on y va. Parce qu'au final, en tout cas depuis le jour où j'ai mis un pied dans le CrossFit, je me rends compte qu'il y a toujours plus grand derrière. Et pourtant, je peux t'assurer que je m'en prends des murs, hein. Je le montre pas ça sur les réseaux, je dis pas, parce que je suis pas du genre, voilà, à tout raconter. Mais à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi on me fait ça? Et en fait, j'ai appris dernièrement que c'était pas les gens ou les choses qui me faisaient ça. C'était moi qui créais ça, en fait. C'est moi je suis maître de mon destin, je suis maître de ce que je fais, je suis maître de ce que je vis. C'est moi qui déclenche tout ça. Donc c'est ce que l'univers m'envoie. Comment je suis capable de réagir par rapport à ça? Eh ben moi, je vais réagir comme ça, et je vais arrêter de dire c'est ta faute, c'est à cause de ça. Non, c'est moi qui ai le plein pouvoir, en fait, la pleine possession de mon corps et de mon esprit, et c'est moi qui décide d'où je vais et ce que je vais faire. C'est une bonne motivation, je trouve. Ouais, ouais. C'est toujours un peu les mêmes qui reviennent au final, mais c'est rigolo de se dire qu'on fait tous un peu le même chemin, même si on a des routes un peu différentes, on en arrive tous un peu aux mêmes conclusions, quoi. Pour résumer, voilà, il faut faire des choses, il faut se lancer, il faut se mettre au défi, il faut se planter, et puis il faut se relever, repartir, et au final,
ce que tu perçois à l'instant T comme une difficulté, c'est à chaque fois une étape d'un truc qui te fait grandir Bah oui, et c'est important, je trouve, dans ta carrière d'athlète, dans ta vie de femme, de femme, ouais, bien sûr. dans tout, même pour être épanouie, c'est important. Mm. Donc, Ouais, c'est ouais, ça. je trouve ça assez bien résumé. Bon, bah écoute, je m'aperçois qu'on papote depuis un bon moment déjà. C'est deux gonzesses ensemble. Vraiment, c'est le grand classique là. J'espère que tu vas pas me dire que c'était avec moi le plus long. Hein. J'espère que Hello ou Tina ou je sais pas qui, ça a été un peu plus long ou pareil. Je te dirai absolument rien du Ah, coup. Non, ça a été long. On a aussi beaucoup discuté avec Hello parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Et puis sur c'est pareil, il y avait des l'haltéro choses. aussi. Ouais, il y avait des choses qui n'étaient pas prévues. On a fait des digressions, mais c'était très intéressant. Et puis, je me vois pas raccrocher puis dire on se rappellera une autre fois pour finir. Tu vois, tu étais dans la conversation, tu passais un bon moment, tu as envie d'en profiter aussi, quoi. Ouais, c'est clair. J'espère que ceux qui nous écoutent auront pris autant de plaisir que moi, en tout cas, à discuter de tout ça avec toi. Merci de m'avoir donné du temps. Ben, de rien. Ben, merci à toi et puis ben, j'espère que ça fera plaisir à tous ceux qui écoutent et j'hésiterai pas à le partager. Et merci parce que j'aime bien discuter avec des filles, entre autres sur le girl power, autre que sur des snatchs ou des burpees. Ouais, c'est bon, on a fait le tour de ça, hein, ça va, hein, c'est du réchauffé maintenant. Yes. Bon, en tout cas, merci à toi et merci à tous. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien.